Cette semaine aux courses débute dans 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mardi soir, 15 juin, bienvenue dans cette semaine aux courses, une présentation de Lucie Chevrolet. On se retrouve à nouveau dans nos quartiers généraux à Saint-Hyacinthe et dans justement les locaux de Driver Simulation. Bien heureux de vous retrouver. Anthony Marcotte en compagnie de Tommy Lavallée sur notre plateau. Tommy, grosse semaine, grosse émission en perspective, plein de choses. Sur et en dehors des pistes de course. Oui, on le sait, avec la pandémie, c'est pas toujours facile pour les courses automobiles. Ça n'a pas été facile encore cette semaine, mais on a une émission très, très chargée, Anthony. Beaucoup d'entrevues, vraiment des invités très, très intéressants. Ça va être un bon moment que vous allez passer avec nous ce soir. Plein de choses à discuter. Raphaël Lessard va être avec nous dans les prochaines minutes. On va recevoir en studio Dominique Fugère du Grand Prix de Trois-Rivières. Plein de choses à jaser pour l'événement de la mi-août prochain. On va jaser également avec Raymond Lavergne du Cornwall Motor Speedway, alors que l'action débute là-bas à huis clos en fin de semaine. Et Martin Roy Junior de l'Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction sera avec nous. Avec nos blocs habituels, on va revenir sur la fin de semaine dans le NASCAR et également sur ce qui s'est passé sur la terre battue. En levée de rideau de l'émission, mon cher Tommy, comme on a des bonnes nouvelles à partager à nos fans, aux gens qui nous suivent sur Facebook et nos différentes plateformes, on a une super nouvelle à annoncer pour la couverture du sport motorisé. Oui, bien vous savez, on a un partenariat avec l'Autodrome Granby, Autodrome Drummond, le RPM Speedway. Et on a, cette semaine, tu as participé beaucoup à ça également, Anthony. On a pris une entente avec Raymond Lavergne du Cornwall Motor Speedway. Puis, on va pouvoir aller... on va être attitré comme média là-bas. Donc, on va être là à tous les programmes avec des vidéos un peu des courses. On va avoir également des textes et des résumés. Oui, très, très bonne nouvelle. On remercie évidemment la famille Lavergne d'être embarquée dans cette belle folie avec nous autres. On est super contents d'avoir une couverture approfondie des activités du côté de Cornwall. On va y revenir tantôt avec Raymond parce qu'on sera sur place samedi et dimanche pour le week-end d'ouverture à Cornwall Motor Speedway. On s'attend à ce qu'il y ait des spectateurs plus tôt que tard dans la saison, mais pour ce qui est du premier week-end, fiez-vous sur les gars de course. On aura tous les détails sur ce qui va se passer sur le circuit du côté de Cornwall Motor Speedway. Bonne nouvelle également du côté de Granby. Il y aura des courses également vendredi soir. Oui, des courses vendredi du côté de Granby, tu l'as dit. Des courses. Oui, donc, des courses. Donc, ça va faire changement un peu qu'est-ce qu'on a été habitué de voir depuis le début de la saison, mais j'ai vraiment hâte à vendredi, enfin voir des bagarres en piste, et surtout pouvoir les décrire, Anthony. Granby, c'est toujours un très bon spectacle depuis le début de la saison. Il y a plusieurs pilotes qui sont rapides. Ça va être très le fun de revoir. Là. Surtout, moi, qu'est-ce qui me manque, c'est l'excitation des pilotes lorsqu'ils remportent une victoire en entrevue. Là. Ça démontre un peu l'équipe qui est heureuse aussi. Là. Ça manque un peu là, dans une formule sport-spectacle. Pendant ce temps, du côté de Drummondville, Yann Bussière continue de s'armer de patience. Il se passe toutes sortes de choses avec la santé publique, la Mauricie, centre du Québec. La région va passer en vert à compter de lundi, mais il semble que ça ne change
pas vraiment grand-chose au niveau de l'événementiel et du sport spectacle présenté à l'extérieur. Donc, on envoie encore une fois meilleur soutien à Yann Bussière dans ses opérations. On espère bien sûr retourner à Drummondville le plus rapidement possible. Ce qu'on sait, c'est que ce sera possible avec moins de contraintes. Il va y en avoir pareil, mais avec moins de contraintes, d'aller aux courses à compter dans 10 jours, en fait. Le 25 juin, c'est une date importante. Oui, 25 juin, mais il faut le dire, c'est la fin de semaine que c'était à Granby, cette fin de semaine-là. Granby, le RPM Speedway. Donc, pour Yann, ça va au mois de juillet. C'est pour cette raison-là, un peu, on le voit lever le ton, parce que lui, c'est quand même un long moment sans avoir de spectacle de course, donc c'est plus difficile. Mais on pense à lui, évidemment. On aimerait tellement ça, pouvoir faire des courses à Drummondville. On sait à quel point il tient à sa piste, puis il veut offrir un bon spectacle aux spectateurs. Donc, malheureusement, ça devrait attendre au mois de juillet. Oui, donc c'est dans la situation où on se retrouve actuellement. Tu parlais du week-end du 25 juin. En principe, ce sera à nouveau un week-end double du côté de Granby. C'est pas confirmé encore par Dominique Lucier puis toute son équipe, mais on chemine dans cette direction-là pour présenter une fin de semaine sur 2 jours, le vendredi, samedi. Ça a été apprécié par les amateurs, ça, à la fin du mois de mai. Et vraiment, là, on se dirige de ce côté-là pour la fin de semaine du 25 juin. Autre chose dont je voulais te parler cette semaine, mon cher Tommy, on aura l'occasion d'y revenir plus tard dans ton bloc en clôture de l'émission. Mais cette semaine, c'était le gros week-end en late model sur le circuit de Eldora Speedway en Ohio, le circuit qui appartient à Tony Stewart. Et le Dream, qui est toujours la grosse course à remporter, bien, cette année, on présentait une formule double du Dream. 127 000 le jeudi au gagnant, 126 000 le samedi pour le deuxième gagnant. Ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est le même pilote qui a remporté les 2 courses. Oui, c'était un peu spécial la façon qu'on a amené ça. Le jeudi, c'était la 27e édition et le samedi, la 26e. Donc, pour cette raison-là, 127 et 126 000. Il y avait également des épreuves de qualification au courant de la semaine qui donnaient 10 000 aux gagnants. Et c'est avec la coquette somme que Big Sexy Brandon Overton est parti avec 273 000 Je pense que le party dans les puits après les courses doit avoir été assez, comment on pourrait dire, Anthony? Il doit payer à la traite. Oui, en tout cas, il y avait moyen de le faire. Il y avait moyen de le faire, ben, ça, c'est sûr. La bière américaine, là, quand même. Ah, exact. Mais on va en reparler tout à l'heure avec des images. Oui, absolument. Tommy, on se reparle plus tard. Tout un menu dans cette semaine aux courses et on enchaîne immédiatement. Il n'y a pas de pause. On enchaîne tout de suite avec notre premier invité qu'on s'en va rejoindre directement en Beauce. Il est inscrit désormais pour 5 épreuves à l'Autodrome Granby dans une voiture aux couleurs de Lucier Chevrolet et des frères Bernier TBR Racing. C'est Raphaël Lessard qui est avec nous, 2e fois dans cette semaine aux courses. Comment ça va, Raphaël? Ça va très bien, toi? Oui, les nouvelles ne s'arrêtent pas cette semaine. Là, tu t'es retrouvé un petit peu dans l'ombre au cours du dernier mois et demi. On ne savait pas trop quels seraient tes plans finalement pour l'été. Mais là, tu vas être pas mal plus occupé que certains pensaient peut-être. Ouais, c'est ça. En tout cas, je suis vraiment content. Là. Je pense que j'ai une très bonne semaine à venir jusqu'à date. Samedi, on a gagné à l'Autodrome Chaudière en NASCAR Lane Model. Première course depuis un petit bout que je revenais. Puis dimanche, tu allé rencontrer les frères Bernier, TBR Racing à Saint-Hyacinthe. C'est du monde très gentil. Puis on voit que c'est des gars de course. Puis Dominique Lucier aussi, de Lucier Chevrolet, que j'ai rencontré. Fait qu'on est prêt à... C'est un beau projet. Je peux pas les remercier assez pour ça, d'avoir confiance en moi pour me mettre derrière le volant de leur voiture modifiée. Mais garde, je pense que j'ai beaucoup à apprendre là-dedans, mais j'ai des bons coachs autour de moi qui vont pouvoir m'aider, ça, j'en suis sûr. C'est drôle, mais moi, j'ai comme pas de doute que tu vas avoir du succès au volant d'une voiture modifiée. C'est sûr que c'est quelque chose que tu ne connais pas, mais tu as le talent pour t'ajuster rapidement. Puis, moi, écoute, c'est avec fierté que je t'accueille sur la terre battue, parce que souviens-toi, il y a 2 ans de ça, tu étais à m'accompagner à la radio, je me disais, il faudrait trouver le moyen de t'amener sur la terre. Tu y avais touché dans un Sportsman, mais dans une séance de pratique. Là, la compétition sur la terre, après ce que tu as vécu du côté de Bristol sur la terre battue, c'est complètement un autre scénario pour toi. Comment tu abordes ça? J'ai hâte de voir, honnêtement. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais que d'habitude, je suis capable de bien m'adapter aux voitures après une coupe d'essai. Mais après une coupe de tour, je suis capable de bien m'ajuster et avoir une bonne rapidité. Mais c'est pas juste
d'être rapide, c'est de comprendre comment que le monde de la terre battue fonctionne. Les courses, c'est très rapide. On n'a personne qui parle dans nos radios pour nous tenir informés de qu'est-ce qui se passe en arrière de nous et tout ça. Fait que, ça va être une grosse adaptation. Et aussi, tu sais, les gars, je pense qu'il y a 30 voitures à toutes les courses presque ces temps-ci à l'Autodrome Granby. Puis, d'après moi, la compétition est très bonne. Je vais avoir 2 très bons coéquipiers, Steve et François, qui vont pouvoir m'aider. Mais regarde, c'est surtout comment bien m'adapter à la piste qui change. Parce qu'en asphalte, la piste, elle change. La chaleur, elle devient plus chaude et ainsi de suite. Ça, je suis habitué. Mais sur la terre, tout change. Elle devient plus sec. Là, il faut que tu changes de ligne de course. Il faut que tu essaies de voir puis de découvrir les lignes plus rapides en premier pour en prendre avantage. Fait que c'est ça que je vais travailler fort là-dessus puis essayer d'être une éponge, comme absorber toutes les informations le plus vite possible. Là, on voit justement, c'est parfait. Quel timing. On voit la voiture dans laquelle tu t'es assis cette semaine. Ce n'est pas ta voiture, mais ce sera très similaire dans ce à quoi tu t'assoiras dans le 25 juin prochain. La voiture n'est pas tout à fait prête encore, mais elle est en cours de formation. Comment ça s'est passé, ton premier contact avec la famille Bernier à Saint-Hyacinthe? Ah, ça s'est très bien passé. On voit que c'est des mondes de course. C'est du monde de course. C'est de famille. Puis, tu sais, c'est du monde comme nous, comme chez moi, j'ai trouvé, tu sais, ma famille, c'est tout du monde qui adore les courses, puis on est tous proches, puis ces gens-là ont tout l'air tissés serreux, puis d'avoir un bon groupe de personnes dans leur équipe. Fait que je suis très content de l'opportunité, puis un gros merci à TBR pour me faire confiance, comme j'ai dit tantôt. J'ai toujours voulu, puis j'ai toujours regardé les courses de modifiés, de sportsmen à l'Autodrome Granby. Sur Internet, puis j'ai toujours rêvé de pouvoir m'assurer en arrière du volant de modifier une voiture puissante comme ça sur la terre. Ça m'est pas arrivé encore. J'ai essayé des voitures sur la terre, mais jamais autant de puissance. Fait que ça va être le fun. Je suis très excité. Dis-moi, Raphaël, est-ce que vous avez prévu une quelque part avant le 25 juin pour que tu essaies la voiture avant de te retrouver en pleine compétition? Ouais, on est supposé avoir un test privé. Je ne sais pas exactement la date encore, mais on est supposé aller faire, je ne sais pas si c'est une journée ou un après-midi ou un avant-midi, mais c'est sûr qu'on va aller tourner. Les frères Bernier vont être là, ils vont pouvoir me coacher, je vais pouvoir les regarder aller, voir qu'est-ce qu'ils font, puis essayer d'apprendre le plus possible. C'est ça mon but. Tu sais. J'ai 5 courses, mais je veux être le plus compétitif possible dès mon premier départ. Puis continuer de m'améliorer à chaque course. Je pense que c'est une bonne manière d'aborder les choses. Quand je vois tout ça, Raphaël, puis c'est directement dans l'actualité, j'ai pas le choix de penser un peu au cas de Kyle Larson, que tu connais bien, que tu as côtoyé dans les sacs du NASCAR. Lui, évidemment, il est né sur la terre battue, il a grandi sur la terre battue et il s'est développé sur la terre battue. Toi, c'est l'inverse, c'est l'asphalte et là, tu vas goûter à la terre. Par contre, ton talent ne fait pas de doute. Peu importe dans le véhicule dans lequel tu t'assois, tu as du succès. Et justement, cette semaine, on en reparlera plus tard, là, mais Larson, il gagne la course du million au Texas dimanche. Premier réflexe qu'il a le lendemain, saute dans l'avion, ça va courser dans un sprint car sur terre battue hier soir, gagne la course. Pour lui, il n'y a pas de différence entre gagner 1 million ou gagner 6 000 le lendemain. Est-ce qu'il y a des comparables pour toi dans ce que fait Kyle Larson et ce que tu veux faire dans la suite des choses pour ta carrière? Oui, ben c'est ça. Regarde Kyle Larson, puis je pense que c'est un gars que, côté adaptation, c'est incroyable comment il s'adapte vite à n'importe quoi. Il conduit tout ce qu'il est capable de conduire, que ce soit sur la terre, sur l'asphalte. Fait que c'est sûr que moi, j'ai toujours été un grand fan de Kyle Larson. J'ai eu la chance de le côtoyer cette année. Puis c'est vraiment un excellent pilote. Mais qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'il est bon dans plusieurs disciplines. Circuit routier, ovale sur l'asphalte. Après ça, sur la terre battue, dans n'importe quoi qui embarque, il est bon. Puis c'est ça qu'un bon pilote devrait être. Puis moi, j'essaie de travailler là-dessus pour pouvoir être bon dans différentes disciplines. Puis là, la prochaine étape sur ma liste, c'est la terre battue pour pouvoir être compétitif là-dedans, puis m'améliorer, puis vraiment goûter au vrai monde de la terre battue.
Dis-moi, Raphaël, je suis content de te parler ce soir parce que là, tu as vraiment retrouvé ta bonne humeur qu'on te connaît bien. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était pas mal plus triste comme situation, alors que pour des raisons financières, tu avais perdu ton volant chez GMS en camionnette. Évidemment, c'est au niveau local que tu reviens aux courses, mais un pilote demeure un pilote de course. Je veux dire, il veut s'asseoir dans une voiture, peu importe laquelle, puis avoir du plaisir. Oui, exactement. Regarde, c'est sûr qu'il y a eu un bout qui était plus dur dernièrement. Mais il ne faut pas que je m'appuie tout sur mon sort. Puis on dit qu'après un bout plus difficile, il faut revenir fort, puis qu'il y a toujours du beau. Puis regarde, ça a commencé avec un message de François Bernier qui m'a écrit puis qui voulait essayer de faire ce projet-là. Puis moi, j'étais pas sûr, tu sais, je me faisais pas d'attente parce que j'en ai quand même souvent eu des messages comme ça. Puis ça n'a jamais vraiment mené à rien, mais là, c'est vraiment réel. Fait que c'est vraiment le fun de voir ça. Après ça, j'ai eu une autre bonne nouvelle que j'allais pouvoir piloter la voiture de lane modèle de la série ACT, mais locale à Montmagny et l'Autodrome Chaudière, sur l'asphalte pour Larue Motorsport, qui est une équipe, la numéro 48, qui est le monde qui suit les courses sur l'asphalte au Québec. Je pense qu'ils connaissent cette équipe-là. Parce que moi, j'étais tout petit et c'était Carl Allard qui conduisait cette voiture-là. Puis il gagnait presque à toutes les fins de semaine que j'étais là. Fait je suis vraiment content. Ça va être une belle opportunité. Oui, c'est local, comme tu as dit, mais moi, mon but, c'est de faire des tours le plus possible pour pouvoir garder la main puis continuer de me développer en tant que pilote. Puis c'est ça que je vais être capable de faire cet été sur l'asphalte et même sur la terre battue. Ben justement, la voilà, la voiture de Larue Motorsport, c'est une voiture bien connue sur l'asphalte au Québec. Alex Guénette a chauffé cette voiture tout récemment. Elle était désormais disponible. Et là, c'est un mariage de raison. Tu es disponible, on va t'asseoir dans cette voiture. Donc, t'envisionnes combien de sorties au Québec cette année, Raphaël? Il y en aura 5 minimum à Granby. Là, il y aura l'asphalte également à Montmagny-Vallée-Jonction. Ça ressemble à quoi ton horaire pour l'instant? Pour l'instant, c'est 5 à Granby, ça c'est sûr, assuré pour le moment. Après ça, j'ai sorti samedi passé, fait que j'en ai une à date de fête. Mais, une victoire d'ailleurs, ça s'est bien passé à Chaudière. Ouais, une victoire, ça s'est bien passé. Après ça, avec Larue, ben, tu sais, je vais suivre les ordres de l'équipe. C'est sûr que ça va commencer samedi à Montmagny. Samedi, la première course. Après ça, ça va être d'en faire le plus possible. Je pense, eux, c'est du monde de course puis qui veulent aller s'amuser puis aller gagner puis qui ont de la très bon équipement pour le faire. Fait qu'on va essayer d'en faire le plus possible. Dès qu'il y a une course pas loin, on va essayer d'être là. Et j'imagine que ton téléphone est toujours ouvert. Je sais que la frontière demeure un obstacle majeur là, pour les pilotes canadiens et tout ça, mais si jamais il y a une équipe qui a besoin d'un pilote du côté américain, peu importe la série, j'imagine que ton téléphone demeure ouvert? Oh, il est toujours ouvert. Le téléphone est toujours ouvert. C'est sûr que j'ai pris des engagements de faire 5 courses à la Granby. Fait que là, ça, c'est sûr que j'ai fait à 100%. Mais si je regarde avec Larue, je pense qu'ils vont être très, très ouverts si j'ai un appel pour aller courir en Truck Series aux États-Unis. Je pense qu'ils vont bien comprendre ça c'est sûr. Mais là, je suis ici, fait que j'essaie d'en profiter pour courir le plus possible. Puis aussi de donner un bon spectacle à mes fans, que ça fait 2 ans qu'ils peuvent pas me voir courir aux États-Unis parce que je suis jamais dans le coin. Fait j'espère qu'ils vont être nombreux à nos pistes locales, à l'Autodrome Granby les vendredis soirs. Après ça, que ce soit à l'Autodrome Chaudière ou l'Autodrome Montmagny, j'espère qu'ils vont être très nombreux. Ben, en tout cas, nous autres, on est bien excités de t'avoir chez nous, Raphaël. Ça fait longtemps qu'on discute de ce scénario-là. Et là, ben, l'occasion s'est présentée. En félicitations à Dominique Lucien, puis au frère Bernier de t'offrir la chance de courir en modifié. On a bien hâte de voir ce que tu seras capable de faire. T'avertis tout de suite, la compétition est féroce. Je sais que tu t'en attends. Il n'y a pas personne qui va te faire de cadeau. Et surtout pas les frères Bernier. Vous les connaissez très bien. Oui, tu seras le 3e pilote, mais ils veulent absolument que tu sois le 3e, pas le premier et le 2e. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais je sais qu'ils vont me donner de la bonne équipement et qu'ils vont faire en sorte que je puisse bien performer. Mais regarde, la compétition, c'est sûr qu'elle est très, très féroce. J'en doute pas.
Puis je veux pas que personne me fasse de cadeaux ou je veux qu'ils me coursent comme ils coursent tout le monde, puis qu'ils donnent leur 100%, puis moi je vais essayer de tuer puis essayer de monter à leur niveau le plus rapidement possible. Raphaël Lessard, toujours un plaisir de te recevoir dans l'émission. Bonne continuité dans tes beaux projets pour toute la saison. C'est super excitant. Puis on se donne rendez-vous le 25 juin à Granby. Un gros merci à vous. Salut Raphaël. Raphaël Lessard, le pilote de la voiture modifiée numéro 24, Lucier Chevrolet qui sera en piste à Granby. Faites vite parce que quand les billets vont sortir, j'ai l'impression qu'ils vont s'envoler rapidement parce qu'il y aura une limite de billets. C'est sûr et certain. Et ce sera ça le compte, c'est garanti pour les débuts de Raphaël avec les modifiés. Courte pause, au retour, on jase du Grand Prix de Trois-Rivières. Dominique Fugère est en studio, on a un paquet de sujets à jaser avec lui, notamment la possibilité de voir des voitures de type terre battue rouler du côté de Trois-Rivières. C'est une perspective qui est bien réelle. Il n'y a rien de fait, mais elle est bien réelle. On en jase avec lui au retour, restez là. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne au 625A Boulevard Lemire à Drummondville ou sur internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. L'Autodrome Granby, c'est la place pour vous divertir les vendredis soirs. De la vitesse et de l'action, mur à mur pour les amateurs de sensations fortes. En plus, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Parfait pour une belle sortie en famille. L'Autodrome Granby, c'est la piste sur terre battue la plus rapide du Canada. Venez vivre l'expérience sur place et vous pouvez même prendre le volant comme les pros. Contactez l'équipe de Driver Academy pour plus de détails. On a de la très belle visite dans le studio ce soir. En plus, il a amené la pizza. Très belle. Ouais, il a amené la pizza en plus. Dominique Fugère, comment ça va? Ça va très bien, ton Tony. Tout a l'air de bien se passer. Très bonne entrevue avec Raphaël Lessard. C'est tellement facile de parler avec Raphaël. Un naturel. Un naturel qui a vraiment travaillé son métier. Oui. J'en profite d'ailleurs pour remercier Jessica Ménard au nom de Raphaël parce qu'elle lui a fait beaucoup de progrès. Elle lui a fait faire beaucoup de progrès. Puis il est vraiment rendu à un niveau là, pour s'exprimer. Puis surtout pour nous dire ce qu'il pense, nous dire comment les choses avancent pour lui. Exact. C'est un modèle de clarté puis un exemple à suivre. Il est tout jeune encore. C'est ça qui est en plus impressionnant. Puis tu es le premier à t'en rendre compte, Dominique. Un pilote de course, pas juste tourner à gauche et à droite. Il faut réussir à se vendre adéquatement et être disponible pour ses commanditaires et être un porte-parole pour eux. Tu n'as pas le choix, c'est obligatoire. Au-delà de ça, c'est pas tant pour les commanditaires que pour le public. Ouais. On est là pour on vend du rêve, on vend des performances qui font rêver, qui transportent ailleurs. Puis je pense que Raphaël le fait très bien là, quand il nous a parlé de comment ça se passe aux États-Unis, puis comment le retour au Québec se faisait, puis ainsi de suite. En tout cas, j'ai bien aimé ce que j'ai entendu. Faut que je te parle de notre studio, là, ici, notre garage de course, un garage de terre. Bon, un garage de terre, pas pire, hein, Dom, là, du bon Écoute, sens. que ce soit un garage de terre, un garage d'asphalte, ce qui est important, c'est que ça carbure à la passion. Oh oui, ça le par sent contre, il y en ici. a partout aussi. On le voit très bien, puis que ce soit pour remarquer ce qui se passe justement dans les voitures ou encore le banc d'essai, le dynamomètre de l'autre côté, ou même la boutique ici, et le studio, qu'on soit là pour communiquer ou pour faire aller les voitures plus vite. On sent vraiment quelque chose de fébrile. Puis j'en profite parce que j'ai fait un petit sondage tantôt. J'ai demandé l'âge de tout le monde qui était ici. Il y a une douzaine de personnes qui gravitent autour de l'émission, qui sont ici ce soir, qui pourraient faire bien d'autres choses un mardi soir, qui sont ici, c'est du monde de 19, 20, 21. Il y a des vieux comme toi à 30 ans. Il y a une couple de... Je suis l'aîné à 48, mais... c'est une belle leçon à tous ceux qui se targuent de dire qu'il n'y a pas de relève en sport automobile, qu'il n'y a pas de relève tant chez les fans que chez les pilotes, que chez les amateurs, chez les propriétaires, les mécanos. On le sent ici, on le voit très bien. C'est vraiment encourageant pour la suite des choses. En tout cas, chez nous, là, tu l'as vu, tu étais à Granby cette semaine. Moi, c'est
l'arrivée de la jeunesse, là, des gens plus jeunes que moi. Il y a peut-être ma génération, début trentaine, où elle est un petit peu moins présente aux courses, mais les plus jeunes... Occupés, là, avec les enfants. Oui, définitivement, c'est ça. Mais les plus jeunes, la relève est extraordinaire. Puis il y a eu des classes qui leur ont permis justement de faire leur classe et d'avancer dans tout ça. Mais vraiment impressionnant. Puis oui, de les voir en piste, oui, de les voir dans les gradins, mais de les voir ici ce soir, moi, c'est quelque chose que je remarque. Et là, ben, on voit des voitures en arrière. Des voitures qui, on a l'habitude de voir rouler sur la terre à gauche, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, dans le milieu, sur le cordon extérieur ou tout près du muret, sur ovale. Est-ce que ces voitures-là pourraient rouler à gauche et à droite au Grand Prix de Trois-Rivières sur l'asphalte? C'est une réelle possibilité présentement. C'est une réelle possibilité. Comme j'expliquais sur les réseaux sociaux un peu plus tôt cette semaine, évidemment, c'est une possibilité, mais il y a plein d'autres possibilités. S'il fallait qu'on fasse nos choux gras à chaque fois que nous, au Grand Prix de Trois-Rivières, on parle avec une nouvelle catégorie, on manquerait de place, on manquerait de lettres au bout de l'alphabet à un moment donné. Sauf que là, ben, les planètes s'alignent. La pandémie nous aide d'une certaine façon, comme un paquet d'autres business. Et puis, ça a ouvert des possibilités. La Formule 3 ne peut pas venir chez nous. Tu as parlé de la frontière tantôt. La Formule 3, beaucoup de pilotes sud-américains qui rendent des choses un peu plus compliquées. Donc, on est ouvert à un paquet de possibilités. Puis, Dominique Lucier de l'Autodrome Granby, qu'on connaît très bien, JC Payet, qui est impliqué tant au Grand Prix qu'en série NASCAR Pinty, qu'en terre battue. Ce sont des gens qui ont une vision un peu plus large du sport, puis avec lesquels on s'est assis. Puis ça fait un bout de temps, là, tu sais, François Bellemare, pilote du 35, m'en parle depuis 10 ans. Parce que lui, il les a vus rouler au New Jersey, on tourne à gauche, on tourne à droite. Il y a moyen de faire des choses. Écoute, il y a 4 roues, il y a 4 pneus, là, puis il y a un moteur. Fait que déjà, à partir de là, on est en bonne posture. On a les éléments qu'on a besoin pour être capable de faire des courses comme celles qu'on regarde. On voit là, le championnat du monde de rallycross. Mais c'était jamais vu chez nous de rouler sur l'asphalte, sur la terre battue, d'avoir des sauts, d'avoir des voitures qui sont extrêmement puissantes. On parle de 700 chevaux aux roues là, pour ces voitures-là, pour des moteurs 2 litres. Donc, on essaie de toujours... Regardez quel bloc ici, qui est dans Sandres Backroad, qui est en avant. Mais on essaie de toujours avancer, innover, amener de nouvelles choses. Ça fait 50 ans qu'on fait ça au Grand Prix de Trois-Rivières. Pourquoi ne pas continuer dans cette vague-là? Surtout dans la mesure où des voitures, comme on a vu derrière, des voitures de type dirt, ben il y en a un paquet au Québec. Il y en a beaucoup au Québec, il y en a beaucoup au Canada. Puis on pense qu'il y a beaucoup de pilotes là-dedans et d'équipes qui vont vouloir venir se donner en spectacle au Grand Prix de Trois-Rivières. Ce qu'on entend, c'est que ce serait des voitures propulsées par un moteur Crate de type Sportsman terre battue 602, comme on voit sur asphalte. C'est une des options. OK. Parce qu'on connaît ces moteurs-là. Ils ont roulé à Trois-Rivières avec les voitures LMS du championnat canadien de stock car, championnat de stock car canadien. Donc, on connaît ces moteurs-là. On sait qu'il n'y a pas eu de problème moteur. C'est un peu plus compliqué du côté des boîtes de vitesse. On devra faire des tests. C'est certain que d'avoir les 358 ou même les gros blocs, ça pourrait être intéressant parce que Trois-Rivières, c'est un circuit où il y a quand même des belles sorties de virage, des accélérations où la puissance peut être intéressante. Mais là, à ce moment-là, est-ce que le jeu en vaut la chandelle pour une première fois de mettre un moteur qui peut aller chercher dans les plusieurs dizaines de milliers de dollars, alors que quand on va avec un crate, bien évidemment, on diminue le risque. Donc, c'est une des options qu'on regarde. On regarde un paquet d'autres options. Puis c'est possible aussi que ça n'arrive pas du tout. Les défis techniques sont énormes. Ouais. On a de très gros défis techniques devant nous. On a des bonnes personnes en place. On a des gens passionnés, des gens qui sont prêts à faire ce qu'on a besoin de faire, mais il faut s'assurer que ça se fasse aussi, que ça ne dénature pas le spectacle. Ce sont des voitures qui devront s'adapter pour venir sur l'asphalte, tourner de deux bords. De la même manière que si on prenait, là, je vois une Formule 1600, si on la mettait sur la terre battue, il faudrait l'adapter aussi. Oui, ça c'est sûr. Donc, ce sont des défis techniques qu'on veut relever. Il y a des défis financiers. Puis les défis sportifs, eux, on commence à faire le tour, ça avance bien. C'était le plus facile à régler parce qu'évidemment, le sport, c'est ça qui fait carburer la passion. J'ai fait mon petit sondage maison. Ah, OK. Consulté certaines équipes, certains pilotes. Il y a une curiosité, mais il y a aussi des craintes. Absolument. C'est normal. Et c'est tout à fait normal. Je veux dire, on s'en va complètement dans l'inconnu. Une question de coût. Tu parlais d'ajustement de voiture, évidemment, ça viendra avec certains coûts. Quelles seront les bourses? On ne le sait pas. Et certains disent, ouais, je suis pas certain de vouloir aller de l'avant à Trois-Rivières. C'est pas quelque chose que je connais. Les gars sont un petit peu insécures. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? Bien, la beauté de ça, c'est que toutes les équipes vont être à peu près au même endroit.
Côté des pilotes, ça va être différent. Mais du côté des équipes, celles qui vont faire leurs devoirs vont rouler en avant. Puis celles qui ne les feront pas vont ramasser les casques. C'est simple comme ça. Mais c'est un beau défi technique. Je pense à des gars qui aiment ça travailler sur les voitures, qui aiment ça travailler sur les réglages. Puis on a des talents mécaniques qui roulent en terre battue au Québec, qui préparent des voitures, qui ont déjà réglé ce problème-là, qui ont déjà réglé le dossier. Serge Desjardins, là, il sait comment faire marcher un char à Granby, comment faire marcher un char à Drummond, faire marcher un char à Conroy. Là, tu l'amènes à Trois-Rivières, tu le sors de sa zone de confort et tu le forces à montrer son talent. Même chose avec les Bernier, on en parlait tantôt avec Raphaël Lessard, c'est la même chose de leur côté. T'sais, eux, ils veulent être capables de démontrer qu'ils ont une expertise technique et qu'ils sont capables de se développer, tant mieux. Et ça va sûrement permettre à d'autres personnes, tant du côté de la préparation que du coup de volant, de pouvoir se faire valoir. Puis c'est ce à quoi on sert depuis 50 ans. On veut permettre aux meilleurs de chez nous de se frotter aux meilleurs d'ailleurs. Puis c'est ce qu'on veut faire avec ça. C'est certain que la pandémie nous aide. Ça limite... Il y a un contexte, non? C'est ça. Ça limite l'ouverture des frontières, donc on reste plus entre nous autres. Mais moi, tu sais, je suis un fan de course, que ce soit sur la glace, sur la terre, sur l'asphalte, ça vire un bord, ça vire des deux bords, ça va en ligne droite. J'aime tout ça. J'y trouve mon compte dans chacune de ces disciplines-là. Puis je pense que les gens de Trois-Rivières vont pouvoir trouver leur compte en venant voir et en participant aussi. Je te parlais des pneumatiques. Cette semaine, vendredi, on jasait ensemble et tu me disais sur la question des pneus d'asphalte, est-ce qu'ils seront accessibles? Mais tu me dis, ben non, on peut utiliser les pneus de terre battue sur l'asphalte. On a 50 ans d'expérience au Grand Prix Trois-Rivières. On a fait un paquet de choses. Je parlais tantôt du championnat de stock car canadien. On roulait avec des pneus de terre, des pneus similaires à ceux-là, mais évidemment un peu moins larges parce que c'était des voitures récents modèles, des voitures LMS. Et le grand avantage qu'on a, c'est qu'au Grand Prix, on est appuyé par Continental depuis près d'une dizaine d'années. Et Continental est maintenant le propriétaire de Hoosier. Donc, on est capable d'avoir l'appui technique du manufacturier. On va travailler pour avoir l'appui du distributeur, mais c'est beaucoup plus simple quand tu fais ça que quand tu es obligé juste de prendre le téléphone et de dire « auriez-vous aussi ça, ça ». Là, s'ils les ont pas, ils savent, on a quand même assez de temps devant nous, on devrait être capable de trouver un compromis intéressant. Puis la beauté des pneus de terre battue, c'est qu'ils permettent de rouler tant sur l'asphalte sec que sur l'asphalte mouillé, advenant de la pluie. Intéressant. Maintenant... Parce que tes gars de terre, là, qui sont pas sûrs, qui trouvent que c'est un inconnu viré des deux bords, rouler sa pluie, ils vont trouver ça pas pire. Ouais, c'est un autre paire de manches aussi. Puis c'est vrai que sur la terre battue, on dit on sait bien, ça asphalte, eux autres, ils courent pas dans des situations différentes. Nous autres, on est habitués de voir une piste évoluer. Maintenant, vous avez l'opportunité, messieurs et mesdames, d'aller courir peut-être sur l'asphalte. J'espère que vous allez répondre présent. Parce que si on va courir à Trois-Rivières, vendredi Granby, samedi, Drummondville, c'est un week-end qui est quand même important, puis on ne s'est jamais empêché de courir malgré le Grand Prix de Trois-Rivières. Qu'est-ce que tu as à répondre aux promoteurs qui ont des craintes face à ça? D'autant plus que, présentement, on peut à peine courir devant des amateurs. C'est pas des années fastes, disons-le, au guichet. Bien, je pense que ce qu'on doit garder en tête, c'est justement, on voit très bien les gradins remplis chez nous. Ils ne seront pas remplis comme ça. On va suivre les normes qui vont être en place par la santé publique. C'est pas certain qu'il y ait un Grand Prix de Trois-Rivières. Donc, c'est pas certain non plus qu'il va y avoir des voitures de terre battue. Chose certaine, c'est qu'on ne s'est jamais gêné pour collaborer avec les autodromes autour. Et puis, de notre côté, on pense qu'il y a moyen de faire grandir le sport, de faire grandir la discipline, puis d'utiliser le levier de visibilité qu'on a au Grand Prix de Trois-Rivières, non seulement chez nous, mais à l'international. On a des ententes qu'on pourrait... Il y a des choses qui peuvent traverser la frontière, comme des signaux vidéo, puis eux, il n'y a pas de quarantaine malgré la pandémie. Donc, pandémie ou pas. Donc, on est en train de regarder pour certaines ententes internationales qui pourraient nous permettre d'avoir, si on a un bon spectacle, faire rejaillir le spectacle des voitures de terre battue, puis des pelotons relevés sur le Grand Prix de Trois-Rivières et vice-versa, le levier de visibilité qu'on a pour Trois-Rivières, mais aussi pour le Québec et le Canada, bien, s'en servir pour ces disciplines-là. Donc, je pense que tout le monde peut y trouver son compte. En tout cas, moi, je suis excité par cette possibilité-là. J'aimerais que nos pilotes aient la chance de briller devant d'autres amateurs qui n'ont pas l'habitude de venir sur la terre battue, puis on pourrait attirer un nouveau public de cette manière-là aussi. Exactement. Et vice-versa. Et vice-versa. On va probablement avoir des gens. Je me rappelle une année,
la blonde de David Hébert avait gagné des billets pour venir chez nous. Ouais. Elle était super contente de venir en vacances aux courses. Puis on va sûrement avoir des fervents, des pilotes qui vont venir les voir courir à Trois-Rivières, puis qui vont peut-être se trouver une passion pour notre épreuve, qu'on souhaite très ardemment pouvoir présenter. On se prépare en conséquence. On savait que si on ne commençait pas l'assemblage du circuit le 1er juin, ça n'arriverait pas. On a commencé le montage du circuit. Michel Turcotte et ses équipes sont là-dessus. Puis là, on attend de voir comment la situation va évoluer. Il devrait y avoir une mise à jour du décret qui est renouvelé tous les mois, là, le 25 juin. Puis on verra comment les choses avancent, puis après ça, on fera les représentations nécessaires. C'est quand même pas évident comme période. Je voyais là, dans l'événementiel, c'était dans un tout autre créneau, mais les marathons de Québec et de Montréal ont été annulés cette semaine. On s'en va dans l'inconnu complètement. Le est annulé depuis un bon bout de temps. Oui, c'est ça. Maintenant, nous autres, on a trouvé une façon, un business case qui fait du sens, mais pour lequel on a besoin de certains allègements. C'est des allègements qu'on a demandé, puis on verra ce que ça donne dans les jours et les semaines qui viennent. Quand on se tient au courant, Dom, t'es toujours le bienvenu dans nos studios, n'importe quel temps. Ouais, quand j'amène la pizza. En plus, il amène la pizza. Elle était bonne, pas à peu près. On reprend ça. Dom Fugère, merci beaucoup. Je te donne le point. Merci, absolument. On se reparle très, très bientôt. Grand Prix de Trois-Rivières, peut-être avec des voitures de type modifié, de terre battue. Perspective qui est, ma foi, très, très intéressante. Et d'ailleurs, au retour de la pause, un autre homme de course, puis un vrai de vrai à part de ça, le propriétaire et le promoteur du Cornwall Motor Speedway, Raymond Lavergne, est avec nous. FestiDrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de FestiDrag. FestiDrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de FestiDrag. FestiDrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prenons Contrôle et Choix Radio X. Salutations à nos amis de l'autodrome Chaudière à Vallée-Jonction. Vous venez de voir la publicité à l'écran. Ils sont évidemment partenaires des gars de course. On assure la couverture d'Autodrome Chaudière, puis on rajoute ce soir la couverture du Cornwall Motor Speedway. Et on s'en va justement rejoindre le propriétaire du Cornwall Motor Speedway, Raymond Lavergne, qui est de l'autre côté. Il est en direct du circuit à Cornwall dans sa voiture. Raymond, comment ça va? Ça va bien, toi, Anthony? Très bien, très bien. Merci d'être avec nous sur le show. Bien heureux de pouvoir parler, faire la promotion de votre événement en fin de semaine. Un événement, malheureusement, qui aura lieu devant aucun spectateur, mais au moins, de cette manière-là, Raymond, on garde le sport en vie, on n'a pas le choix. Oui, c'est ça. On est fiers de repartir le sport. Là.
ça paraît qu'on a annoncé des courses. Il y a beaucoup, comme à soir, il y avait 6 équipes qui avaient loué la track. Loué depuis mercredi passé à chaque jour. Puis ça paraît, là, le monde ils ont honte de courir, d'essayer leur auto parce que tous les Ontariens, là, la plupart n'ont pas coursé encore. Ça fait que on peut voir là, qu'il y a la fébrilité dans l'air. Chez nous, au Québec, c'était rien à redire au niveau du taux de participation depuis le début de la saison. Les équipes de course sont là. Quel est l'état des choses du côté ontarien? Tout le monde est prêt à courser? Ouais, je pense que oui, la plupart, tout le monde est prêt à courser. On espère d'avoir à peu près, je sais pas, de 3 à 5 voitures de la région de Niagara Falls. Puis on a toujours le support des équipes du Québec là, la plupart du temps quand on fait des shows comme ça. Ça fait que ça devrait continuer comme ça. Là, on a eu des confirmations tantôt. Là, David Hébert, Mario Claire. C'est un début, là, tranquillement, pas vite. Là. On est mardi, fait qu'il faut pas paniquer. Là. Oui, pas inquiet du tout de la participation des gars du Québec. Là, on a une course prévue du côté de Granby vendredi, mais il semble que du côté de Drummond, ça va être très compliqué. Alors, les gars vont être disponibles pour samedi et dimanche vers Cornwall, ça c'est sûr et certain. Dis-moi, Raymond, votre situation sanitaire est un petit peu différente en Ontario, plus restrictif encore du côté ontarien. Ça devient difficile à suivre chez nous. On ne commencera pas à suivre nécessairement ce qui se passe de l'autre bord. Comment ça se passe chez vous? On en est où présentement? Ben, écoute, je pense qu'on est au stage 1 en Ontario jusqu'au 2 juillet. Après ça, c'est là qu'ils vont annoncer la semaine avant le 2, là, la dernière semaine du mois de juin, c'est quoi qu'ils vont faire avec les spectateurs puis les commerces comme les nôtres, des événements à ciel ouvert. Puis ils nous ont dit qu'ils sont pour mettre des spectateurs des estrades, mais on ne sait pas encore le nombre exact. Mais je regarde Yann travailler, là, puis c'est plate de voir ça, la manière, tu sais, ils mettent des embûches dans les roues, puis à un moment donné, ça devient décourageant, puis c'est fatigant. Moi, je peux dire que le bureau de santé ici, de l'Est d'Ontario, travaille avec nous autres, avec moi. Ils veulent nous aider, puis ils veulent qu'on ouvre, puis au moins, c'est encourageant de voir ça, cette affaire-là. Raymond, tu es dans le monde des affaires depuis longtemps. Pour toi, les courses, c'est une passion depuis longtemps. Évidemment, tu n'as pas besoin des courses dans la vie. Là. Entendons-nous là-dessus. C'est la même chose ici pour Dominique Lucie. Par contre, je veux dire, c'est notre passion, puis on va se battre jusqu'au bout pour continuer de triper à aller aux courses. J'ai l'impression que tu te retrouves un petit peu dans le même état d'esprit que Dominique actuellement, dans l'optique où on veut tout faire pour garder justement notre sport en vie, puis que le jour où on va pouvoir ouvrir nos gradins au complet, mais que les gens soient encore là et répondent présents. Tu ne veux pas te faire oublier. Ben, c'est sûr, puis c'est inquiétant quand je parle à Yann ou à Dominique ou aux autres promoteurs. C'est inquiétant. On a peur que le monde parle des habitudes de venir aux courses. Fait que c'est pour ça que moi, je force beaucoup, beaucoup la game à faire des courses avec pas de spectateurs. Le but à chaque soir, c'est d'essayer de payer Bill. Puis il y a des soirs, je m'attends, je vais peut-être manger un petit peu d'argent. Mais je suis prêt à le faire. Je ne pourrais pas le faire toute l'année. Mais pour un soir ou deux, ça dépend. Moi, vraiment, je m'ai pogné de commanditaire en fin de semaine. Là, j'ai pogné remorquage du plateau. Puis, je peux rien qui dire merci pour son support. Puis, on espère en pogner d'autres. Beaucoup de classes seront au programme en fin de semaine. Samedi et dimanche, votre événement. Les classes habituelles seront là. Je sais que les Lightning Sprint du Québec vont aller faire un tour chez vous en fin de semaine. Donc, c'est littéralement un festival du stock car. Là. Vous allez vouloir quelque part plaire à tout le monde. La majorité des classes qu'on a l'habitude de voir rouler chez vous vont y être en fin de semaine. Oui, c'est sûr. Puis, écoute, les Lightning nous ont donné l'année passée un gros coup de pouce. On cherchait des classes pour faire des shows puis des soirées. Puis quand on fait des soirées avec pas de spectateurs, ça prend puis il faut qu'il déborde pour espérer breaker even si on est chanceux. Ça fait que c'est pour ça que puis l'an passé, Pierre-Yves, il nous a beaucoup, beaucoup aidé. Puis, je peux rien qu'il dise merci. Puis le club Vintage ici de Prescott, proche de Cornwall, là, qu'on avait leur support en ce moment. Puis écoute, on va continuer comme ça. Puis je regarde la classe Pro Stock. Je pense qu'on s'en va finalement sur le bon bord. Je suis fier de le dire. Je pense qu'on va avoir un meilleur
va y avoir plus de taux que d'habitude là, en partant cette année. Ça fait que ça regarde bien. C'est juste qu'il faut mettre des spectateurs dans les estrades. Oui, le plus rapidement possible, ça, c'est sûr. Parmi les autres sujets dont je voulais aborder concernant les courses, Raymond, non seulement tu es propriétaire d'une piste de course, mais maintenant tu es propriétaire d'une voiture modifiée aussi. Ce sera le retour à la compétition de Gage Morin dans une voiture qui t'appartient. Oui, ça, écoute, c'est un rêve d'enfance d'appartenir à mon char. Puis, moi, les courses, ça a commencé avec la famille La France quand j'avais 10 ans à peu près, puis j'ai été partout avec les La France, là, aux États-Unis, à Syracuse, les semaines au complet, Volusia, Floride, partout. Ils m'amenaient partout, puis c'est là que ça a commencé. Puis là, ben, quand j'ai acheté la track de course, j'ai toujours dit avant que je meure, vraiment, je vais avoir un modifié. Puis ben là, je vieillis, ça fait que pour le faire, je le faire tout de suite. Ça fait que c'est là qu'on a décidé, puis c'est ça, tu acheter une auto de course, c'est sûr que on fait ça pour la passion. Oui. Puis Gage Morin a déjà fait la preuve qu'il était capable de gagner amplement à Cornwall Motor Speedway. Plusieurs victoires en carrière à Cornwall. Là aussi, Raymond, on parle d'un mariage de raison. Il y a tellement un historique avec Cornwall du côté de la famille Morin. De faire courir Gage dans ta voiture, ça représente quelque chose aussi? Ah, c'est sûr que ça représente quelque chose. Puis, tu sais, je peux le voir, là, mais le monde a le droit de revenir. Gage, ça va emmener un petit peu plus de monde des estrades de Cornwall. C'est un jeune local, puis c'est juste une bonne chose. Puis, je pensais à tout ça. Je savais pas qui mettre là, pour le conduire, l'auto. Puis, quand j'ai pensé à Gage, puis ses preuves sont faites. Fait que c'est ça que j'ai opté, là. Dis-moi, Raymond, au cours de l'hiver, on a entendu parler de Cornwall Motor Speedway avec une division, en fait, quelques événements avec la douane fermée, avec mettant en scène les gros blocs. C'est encore quelque chose que tu as en tête au cours de l'année, de faire un mini-championnat de gros blocs sur ton circuit? Bien, ça, on sait déjà que le premier match de cette série-là va être annulé parce que je pense que c'était le 27 juin. Puis on est garanti de ne pas avoir de spectateurs. Ça fait que je ne peux pas faire des courses gros blocs pour essayer de monter les bourses avec pas de spectateurs. Ça fait que là, ce premier manche-là, c'est garanti qu'il est annulé. On va voir une étape à la fois, puis les cédules, les lignes vont-tu rouvrir bientôt? Ça va juste ouvrir à l'automne. Personne ne peut le prédire, personne ne le sait. Fait que tout ça va rentrer en jeu un petit peu, là. Raymond Lavergne, je sais que tu es un homme très occupé sur ton circuit. Ce soir, on te laisse filer. Un gros merci d'avoir été avec nous dans l'émission. C'est sûr et certain qu'on s'en va faire un tour à Cornwall Motor Speedway en fin de semaine. Puis on reparle de tout ça en début de semaine prochaine dans l'émission. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Salut Raymond. Bye-bye. Bye-bye. Raymond Lavergne du Cornwall Motor Speedway qui était à notre compagnie, les gars de course, on vous le disait tantôt, devient partenaire du Cornwall Motor Speedway pour assurer la couverture des événements au cours de la saison de course. Cornwall, ça fait partie de la famille. C'est pas loin. C'est un endroit extraordinaire pour aller voir des courses. Les estrades qui ont été rénovées il y a quelques années. Puis du bon monde en plus à la tête de tout ça. Salutations au directeur Joël Doiron également, un gars que j'ai en haute estime. Toute l'équipe. Puis on a hâte de vous voir. Un an de trop à passer de ne pas aller aux courses à Cornwall. Ça ne se reproduira plus. Vous en passe un papier. D'ailleurs, parlant d'un autre circuit qu'on a hâte d'aller visiter, l'autodrome Chaudière à Vallée-Jonction, un paquet de choses, parce que celui qui s'en vient au retour, c'est Martin Roy Junior, que je surnomme mon père de course, et on vous explique pourquoi au retour de la pause dans cette semaine aux courses. À tout de suite. En 2021, l'autodrome Drummond fête ses 70 ans et se réinvente. Nos classes locales, modifiées Sportsman Pro Stock, Lightning Sprint, Mud Light, Slingshot Junior et Senior ainsi que STR seront à l'affiche. Viendra s'ajouter la Super TT Nationale Série, mettant en vedette VTT, SXS et Autocross. Également la série NAFT, North American Flat Track.
la visite de la série Empire Super Sprint à 2 reprises, la série Dirt Car Gros Bloc, le Race Mania 17 et l'événement de l'année à l'Autodrome Drummond, le Québec Dirt Weekend. 2 soirs de course, dont une bourse de 12 000 $ aux gagnants le samedi soir pour une course de 170 tours en modifié. Veuillez noter que la situation concernant la COVID-19 pourrait avoir un impact sur les soirées de course de l'Autodrome Drummond en 2021. Advenant le cas, tous les détails vous seront dévoilés dans les plus brefs délais. L'Autodrome Drummond, la F1 de la Terre battue. Festidrag Développement, une entreprise 100% québécoise, contribue à développer des pilotes de course d'ici, partout en Amérique du Nord. Festidrag Développement tient à remercier ses précieux partenaires Silverwax, Rousseau Métal, Richard et compagnie, Prolon Control, VP Racing Fuel et DL Performance, Globocam, Groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, Permatex, Festidrag.tv, Hypertech, Choix Radio X et 91.9 Sport. À vous autres opérants. On est de retour à cette semaine aux courses. Il est dans son motorisé. On s'en va le rejoindre immédiatement. C'est mon papa de course, Martin Roy Junior. Bien heureux de le recevoir dans cette semaine aux courses. Le gars, bienvenue dans l'émission. Merci à vous autres de votre invitation. Je suis bien content d'être là. Martin, beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui se passent dans les courses, que ce soit sous la terre battue ou sur l'asphalte. Faut que, d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet avec le Drôme Chaudière, puis ce qui se passe dans vos opérations là-bas, faut qu'on explique aux gens pourquoi t'es mon papa de course. Parce qu'il n'y aurait pas d'Anthony Marcotte comme annonceur de course, et surtout pas comme animateur d'une émission dédiée à la course automobile, si c'était pas de Martin Roy Junior. C'est une histoire qui remonte à bien longtemps, tout ça, Martin. Ben, je pense que c'était pas premièrement de ton père, parce que tu réalises le rêve de ton père. C'est ce que ton père a toujours voulu faire et qu'il n'a pas fait. Mais je pense qu'il a repoussé à son gars, puis peut-être que j'ai un peu aidé là-dedans, puis c'est peut-être la raison pour que tu m'appelles le papa de course. Parce qu'au moment où je suis né, au début en 1990, c'est un pilote actif qui connaissait beaucoup de succès en modifié sur nos circuits de terre battue au Québec. 4 fois champion de l'autodrome Granby. T'es passé très proche à Drummondville à plusieurs reprises. Quand tu te remémores ces souvenirs-là, très courte carrière, Martin, mais quand même une carrière couronnée de succès dans une très courte période. Moi, c'est la première chose qui me vient en tête lorsque je pense à toi comme pilote de course. C'est sûr qu'à l'époque, c'est pour gagner, comme on a gagné des courses, parce que j'étais très bien entouré. J'ai toujours été bien entouré d'une bonne équipe et de bons commanditaires, parce que c'est ça qui a bien aidé. J'avais beaucoup d'assurance vers les États-Unis. Je suivais beaucoup, comme on sait tous, comme mon idole était Breton. Fait qu'on essayait on se cachera pas, on a copié beaucoup de choses de lui. Puis assez que pour en venir à aller travailler pour lui lorsque je voulais repartir ma propre équipe. Mais c'est sûr que ça se fait pas tout seul. Ça prend beaucoup de monde alentour. Puis je regarde les équipes d'aujourd'hui que sont bien entourées. Il y en a que c'est des familles, c'est des bonnes familles. Si on parle des parents, des Bernard, c'est vraiment familial. Je trouve ça fantastique. Moi, j'ai eu la chance, peut-être pas vraiment familiale, mais j'ai eu beaucoup de monde qui sont entourés de moi. Et puis, c'est la clé du succès. Si t'es pas bien entouré, tu pourras pas aller là longtemps. On est en train de présenter justement à l'écran des photos. Une photo la plus récente de toi comme pilote, je pense, c'est dans cette fameuse voiture Budweiser numéro 66 qui a tellement marqué l'imaginaire. On recule en 1994. Juste avant, il y a eu l'époque du 57. Faut que tu expliques aux gens, Martin, qu'est-ce qui a motivé justement ton arrivée avec l'équipe du 66? Je pense que quand on avait notre propre équipe à 57 et il m'avait offert ce travail-là du 66. Je pense que chaque pilote a peut-être... quand tu détiens ton équipe, puis je pense que c'est toujours plus beau ailleurs, la pelouse est toujours plus verte sur le voisin. J'avais quand même j'étais très, très bien entouré, mais je voyais que peut-être avec eux, j'avais une autre opportunité différente, puis j'ai aucun regret. Je pense que pour un pilote de course dans une carrière, d'avoir connu sa propre équipe et de courir pour quelqu'un d'autre, c'est complètement différent. Si je l'aurais pas vécu, mais je pourrais pas l'expliquer aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais c'est quoi la différence. Après 2 ans, on voulait revenir pas mal à ce qu'on était. On a fait la 3e année.
On a regardé pour le budget. C'est là que j'ai décidé de prendre l'expérience avec Breton, puis que finalement, que je suis jamais revenu courir. C'était pas voulu. Honnêtement, c'était pas voulu. C'était vraiment qu'on voulait prendre un an de break. On a regardé pour trouver du budget, puis c'était la transition petit bloc, gros bloc, puis je pense que je l'avais expliqué un petit peu l'autre fois. Donc, ça a fait que j'ai resté là-bas. J'ai eu un bon lien d'amitié avec la gang des Américains, puis je suis jamais revenu courir, puis j'ai aucun regret de ce que j'ai fait. C'est sûr que j'aimerais peut-être aimé encore courir, mais je regarde Claude Brouillard, j'admire ça au bout. Avec toutes les années qui est présent. Moi, j'ai été moins présent, mais je pense que j'ai connu d'autres choses, puis j'ai aucun regret de rien. Dis-moi, Martin, on va présenter une séquence. Pour moi, c'est le premier. Il y a toujours un souvenir qui te vient en tête dans l'hockey, dans peu importe. Moi, le premier souvenir que j'ai en tête aux courses, c'est ce fameux accident en 1994. J'ai 3 ans et demi et c'est un spectaculaire carambolage dans lequel tu es impliqué dans la voiture 66. Il y a plusieurs voitures impliquées. Il y a le 96 de Claude Brouillard et il y a la voiture 39 qui était pilotée par Christian Salva, semble-t-il, dans ces années-là, 94. T'es reparti, semble-t-il, cette journée-là à l'arrière après avoir fait une crevaison et là, impliqué dans cet accrochage. Est-ce que tu t'en souviens bien comme il faut? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Comme tu dis, je pense que je leadais à la course. J'ai fait une crevaison. J'ai parti à l'arrière. C'était le début de l'époque qu'il y avait des petits blocs, gros blocs. Puis je me rappelle comme si c'était hier, je suivais à Todd Stone, là, un X. Et puis, ça faisait 2 tours. J'étais beaucoup plus vite que lui, mais il n'y avait pas vraiment de place. Puis, j'étais vraiment passé. Puis, j'avais sorti de la 4. Puis, je m'étais comme accoté après un peu. Puis, j'étais accoté après. J'ai dit, je pense, moi, te faire un petit travail de gros bloc. Puis, quand on est arrivé au bout dans un, ben, ça avait pilé. Lui, il l'a vu avant moi, mais il a donné un coup de steering. Mais moi, j'ai jamais rien vu parce que quand il s'est libéré dans mon champ de vision, j'étais rendu dans le tas. Fait que c'est un move que j'ai regretté, que j'ai appris qu'il ne fallait pas faire, mais c'était trop tard. Mais je pense que qu'est-ce que je retiens beaucoup de ça, c'était ma dernière saison que j'ai couru full-time. Puis c'était mon dernier flip. Puis j'ai eu 2 flips dans ma carrière. Puis le premier flip que j'ai eu, c'est la première saison que j'ai couru. Puis c'est la dernière course qui s'est passée à Saint-Robert, pour ceux qui se rappellent Sorel à Saint-Robert. Le dernier programme qu'il y a eu là, j'avais flippé aussi. Donc, je peux dire que j'ai commencé à modifier ma première saison avec un flip, puis j'ai terminé ma carrière avec un flip. Et là, moi, faire une histoire courte, je suis dans les bras de mon papa, 3 ans et demi. L'accident arrive, il m'a parké dans les bras de mon grand-père avant de descendre, s'assurer que son chum junior était correct. Parce qu'au moment où tu te retrouves à l'envers sur le circuit, il y a l'essence qui commençait à couler pas mal. Oui, effectivement. À l'époque, je pense que ça a la même chose aujourd'hui, mais à l'époque, le filtreur à l'air était quand même assez... Le scoop, la manière qu'il était fait, on voyait le filtreur à l'air, puis on voyait comme la ligne à gaz qui envoie au carburateur. Puis quand j'ai tombé sur le côté, le hood a comme coupé la ligne à gaz juste au carburateur. Puis je voyais couler le gaz à quasiment 1,5 pouces de diamètre, la hausse. Honnêtement, j'ai pogné quelque chose. Puis là, quand on a commencé à vouloir brosser un petit peu l'auto pour me virer, là, je me rappelle très bien que là, je criais, je disais « bougez pas parce que le gaz coule ». Je pense que dans tout accident en stade car ou n'importe quoi, la chose qu'on pense le plus, c'est le feu. C'est sûr qu'il y avait eu un bon carambolage, mais ça va quand même pas frappé fort vraiment. C'était vraiment dans le mou, puis c'était pas quand même dramatique. Mais quand tu vois qu'il y a une même possibilité de feu, c'est paniquant. Puis je peux dire que j'ai vécu, je ne l'ai pas vécu, mais quand j'ai vu Éric, je peux revenir un petit peu sur l'histoire d'Éric Léveillé. Ouais. Je voyais qu'est-ce qui arrivait, mais j'ai réalisé que ça aurait pu m'arriver à moi aussi. Puis le feu, c'est quelque chose qui est très, 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 très dangereux, on sait tous. Puis je pense que c'est la chose la plus dangereuse aux courses parce qu'en frais d'impact, pour se faire mal, vraiment, c'est vraiment... Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais le feu, ça fait vraiment pas... En tout cas, merci infiniment à la famille Poirier, Steve en tête, de nous avoir permis de mettre la main sur ces images qui remontent quand même de longue date, mais la qualité des images est encore super bonne à présenter. Donc, un souvenir qui est peut-être moins heureux, mais qui fait beau quand même de raconter quand ça s'est passé concrètement. Parce que lorsqu'on parle de Steve Poirier, c'est quelqu'un de particulier pour toi, Martin, parce que tu as préparé ces voitures modifiées pendant plusieurs années avant qu'il ne fasse le saut en temps plein chez les Sprint Cars. Pour toi, la conception des voitures après ta carrière de pilote a été quelque chose de très, très important dans ta vie. Oui, c'est sûr que
j'ai quand même été chanceux, comme j'ai déjà expliqué. Lorsque je travaillais pour Breton, et son frère Théo a commencé à bâtir des voitures, mais c'est devenu une voiture qui est venue vraiment performante puis supérieure à toutes les autres sortes. Steve était mon premier client. Quand je me suis mis à importer les Théo, fait que Steve a acheté cette auto-là, puis il s'est mis à performer. Puis par la suite, on sait que Hugues Mercier, Claude Brouillard, Clément Terrien ont été dans les premiers, puis pour un moment donné, avoir comme quasiment 20 voitures sur la piste. Fait que c'est certain que, mais par la suite, on a bricolé un petit peu des choses un petit peu différentes. C'est pas qu'on voulait inventer la roue, qu'on voulait réinventer la roue, mais on voulait essayer des petites choses. Puis j'ai fait quelques petites expériences avec Steve. J'en ai même fait avec Breton aussi, avec Michael Parent. J'en ai fait aussi avec Yann Bussière, Michel Dussault. Michel Dussault va remporter sa première course avec une voiture du genre. Mais c'est tout le temps des petites choses qui virent alentour quand même de la base, mais on aime tout le temps ça avoir nos petites choses. Je vois aujourd'hui TBR qui sont dépositaires Bicknell, mais qui appellent les autos TBR, qui ont sûrement, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'ils ont, mais ils ont leurs petites choses, pas secrètes, mais leurs petites choses personnalisées à eux, puis je trouve ça très bien. Je pense que chacun a le droit à son idée, puis de présenter au monde. Oui, puis non seulement des voitures de type production JR, l'entreprise que tu as vendue au cours des dernières années, il y a eu ça, mais il y a aussi la conception de voitures 2 places, parce que les gens l'ignorent peut-être, mais la voiture 2 places à l'Autodrome Drummond est une conception de Martin Roy Jr. encore aujourd'hui. Et là, ce qu'on montre à l'écran présentement, Martin, c'est la voiture 2 places flambant neuve que tu as travaillé au cours des derniers mois et que tu as pu finalement sortir en grande pompe en fin de semaine à Vallée-Jonction. Ben oui, ça c'était vraiment un beau projet aussi parce que je connais absolument rien d'une voiture late modèle d'asphalte. Je veux dire, j'ai jamais monté un body là-dessus. C'est complètement différent d'une voiture de terre. C'est des bodys que tu achètes quasiment toutes faites d'avance. Ben, c'est fait d'avance, le toit, les ailes, ainsi de suite, mais il faut que tu l'assembles et que tu montes à l'intérieur en tôle. La tôle, c'est ce que je faisais beaucoup sur les modifiés. Fait que je pense que c'était un beau projet. On a pu, au lieu d'être en Floride cet hiver, mais on a tué le temps de la pandémie en travaillant là-dessus. Mais j'avais quand même en souvenir le 2 places que j'ai fait à Drummondville, ce qui fait déjà quelques années de ça. Carl m'avait beaucoup aidé là-dedans aussi. Fait que je pense que ça l'a bien réussi. Puis c'est quelque chose que je voulais. Ça fait quand même une couple d'années que je parlais de ça à Vallée-Jonction, qu'on devrait avoir ça. Mais je pense que le timing a été très, très bon cette année par rapport à que j'étais par ici cet hiver. Puis durant la pandémie, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Puis j'en suis très fier. On ne l'a pas encore vraiment loué. On l'a seulement amené en fin de semaine parce qu'il fallait que je la monte dans la Beauce pour la faire lettrer. Puis elle n'était pas vraiment toute finie. On l'a juste montré un petit peu, mais on va se mettre à la faire rouler la fin de semaine du 26. Martin, j'ai l'impression que tu n'as jamais été aussi occupé. On te voit moins sur la terre battue de par tes obligations à Vallée-Jonction, à l'Autodrome Chaudière, mais la retraite, là, c'est pas encore pour demain, il faut croire. Non, pas trop. Je vais te dire, on s'est quand même occupé, mais c'est sûr que cette auto-là, c'est vraiment mon choix. Moi, on m'a pas poussé à faire ça. J'ai poussé à lui demander s'il voulait qu'on embarque là-dedans. C'était un défi pour moi de le faire. Si j'aurais pas fait ça cet hiver, mais j'aurais été été plus tranquille. Peut-être que j'aurais eu le temps d'aller faire de la motoneige avec vous autres, mais j'ai pas eu le temps de faire grand-chose autre que travailler là-dessus. Mais j'ai aucun regret, puis je suis bien content de l'avoir fait. Puis je pense qu'on commence à penser déjà à la deuxième sans avoir loué celle-là encore une fois. Pour Martin Roy Jr., il y a une compagne de vie, Diane Mercier, avec qui tu partages ta vie depuis de nombreuses années. Je trouve important d'en parler. Diane, qui est encore à tes côtés aujourd'hui, à t'encourager dans tous tes projets. On vous voit ensemble d'ailleurs. Belle photo à Daytona. Ben oui, c'est sûr que ça prend ça. Puis en plus, elle aussi, elle s'implique beaucoup dans l'Autodrome Chaudière. On a commencé elle a commencé juste un petit peu à l'aider de même, mais finalement, je pense qu'elle a quand même pris beaucoup de galons, puis c'est elle qui s'occupe de toutes les entrées, la billetterie, ainsi de suite, puis elle m'aide beaucoup aussi, que ceux qui me connaissent, que je ne suis pas trop internaute, fait que les emails, ces choses-là, elle en fait beaucoup que je pense que je l'ai, parce que seul, je ne pourrais pas tout faire ce que je fais là, c'est sûr, puis elle m'a toujours supporté dans le monde des courses, puis je pense que toutes les équipes de course, puis j'ai déjà mentionné
même à une entrevue à les gars d'asphalte, que je trouvais que les gars sur l'asphalte, comparativement au monde sur la terre battue, je trouve que c'est beaucoup moins familial. Il y a beaucoup de pilotes que je connais sur l'asphalte que j'ai jamais vu les épouses. Puis je sais qu'ils ont des épouses, puis ils ont des familles, ils ont des enfants. Mais les gars arrivent 3-4 gars ensemble. On dirait que c'est un petit peu moins familial. Mais peut-être que je pense dans les petites classes, ça commence plus à être familial. Puis on travaille aussi à l'Autodrome Chaudière. L'année prochaine, on a un gros projet vraiment pour les familles que ça va sortir. C'est encore pas sorti, mais je peux vous dire une petite primeur qu'on va avoir de quoi vraiment pour les familles. Puis c'est le but que vraiment qu'on travaille. Que moi, je pense que j'ai vécu ça pendant toute ma carrière. On n'a pas eu d'enfants, mais quand même, que si mon épouse elle m'aurait pas suivi comme elle me suit, mais j'aurais probablement lâché les courses ou j'aurais lâché l'épouse, un des deux, ou elle m'aurait lâché. Fait que c'est vraiment un sport familial, puis il faut l'exploiter au maximum. Puis je pense que la terre battue, là-dessus, a une petite avance sur le monde de l'asphalte, que c'est beaucoup plus familial. Dis-moi, Martin, je ne sais pas si on t'a perdu. Je pense que tu as pu ton visage à la caméra. Je pense que tu as éteint ta caméra. Au moins, on a le bon son, là, mais je pense que tu as éteint ta caméra. Rouvre ça, là, qu'est-ce que c'est qu'on te voit la binette un peu, là, qu'on finisse l'entrevue comme du monde. Attendez un peu, Diane va venir arranger ça. C'est pas moi qui va arranger ça. Des belles photos là, avec Breton pendant ce temps-là là, qu'on t'arrête de présenter. Salutations, mon chum Francis Potvin, Mario Quirion, Joanne. Oh là, on vient de sortir une belle archive. Ça, c'est au début 1997 avec Brett Hearn aux États-Unis, le Bannon Valley, Martin, avec toute l'équipe de Brett. Et le 3 Budweiser, ça aussi, c'est des beaux souvenirs. Absolument, absolument. Ça, c'est dans les premières années que j'étais avec. Peut-être, je dirais 80... J'ai commencé en 95, c'est peut-être 97, 98, c'est peut-être Budweiser, 85, 97. Ouais, c'est vraiment des beaux souvenirs. Assez que comme je disais tout à l'heure, j'allais là pour un an pour pouvoir apprendre un petit peu plus puis un petit peu perfectionner mon anglais, mais finalement, j'ai resté là puis j'ai aucun regret. J'ai appris quatre choses que... c'est courir professionnellement puis courir amateur, je pense que c'est vraiment, vraiment différent. Puis je suis vraiment content de mon cheminement dans le monde des courses. On aura l'occasion avec Kevin Hébert dans les prochaines minutes de raconter un peu les résultats en fin de semaine dans l'Autodrome Chaudière, mais un qui a brillé, d'ailleurs Kevin qui se joint à moi sur le studio, un qui a brillé en fin de semaine du côté de la classe LMS, c'est Raphaël Lessard qui est venu l'emporter chez vous dans la voiture du beau-frère. Et là, on va le voir la semaine prochaine sur la terre battue. Tu connais très bien, Martin, Raphaël Lessard, tout jeune encore, tellement prometteur, tellement de talent. Qu'est-ce qu'il va être en mesure de faire sur la terre battue selon toi? Bien, premièrement, je voudrais profiter de l'occasion pour la semaine dernière. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai trouvé que c'était vraiment un bon move qui s'est passé parce que tout le monde connaît l'Agis Caron. 2 semaines avant, on avait eu un programme et l'Agis Caron était là, puis il courait en vintage. Puis, non, il n'y avait pas Sarah la première semaine. Mais à un moment donné, il vient me voir et il dit Martin, ça n'a pas de bon sens. Il dit Raphaël est d'Estrade, il faudrait qu'il courserait. Puis il dit moi, fait que finalement, l'Agis, il s'est mis sur le dossier. A essayé de trouver une raille, puis c'est devenu avec l'auto de son beau-frère qui était à vendre. Puis j'ai trouvé que c'était une belle histoire familiale, puis d'un doyen qui voyait le jeune. Et il dit, moi, je veux tout faire pour que ce gars-là course. Puis j'ai aimé ça quand j'étais jeune, que quelqu'un m'aide de même. Fait que l'Agis il a mis la main à part pas mal pour tout réunir ça. Puis ça l'a fait que je pense que la famille Larue ont vu ce qu'il avait pu faire avec l'auto qu'il avait. Je ne veux pas dénigrer l'auto qu'il avait, mais il y avait quand même une auto moins récente que la plupart du fil qu'il y avait là. Puis il s'est quand même débrouillé. Fait que je pense que même très bien débrouillé. Je pense qu'il est à la rue. On se dit, on ne manquera pas l'occasion. Donc, je suis bien content pour que l'Angis a parti cette roue-là, parce que peut-être que l'Angis n'aurait pas fait ça, mais peut-être que Raphaël c'est encore dans les estrades. Mais là, il tombe dans une des bonnes équipes sur l'asphalte, comme il tombe dans une des bonnes équipes sur la terre battue. Écoute, la terre battue, je l'ai vu rouler. Il a roulé avec une de mes autos sportsmen à Saint-Marcel il y a 3-4 ans, puis c'était quand même assez surprenant, mais c'était quand même juste des pratiques. On verra en course qu'est-ce qu'il y en est. Je pense que le bon point, mais comme je disais tout à l'heure, il y a une vraie bonne équipe derrière lui, mais aussi, c'est pas seulement qu'une entente d'une ou deux courses, parce qu'on sait tous que la compétition est très, très forte, puis une ou deux courses, peut-être, ça aurait pu être dur pour lui. Mais je dirais qu'en 5 courses, peut-être qu'il peut surprendre beaucoup de monde à la 4e et la 5e course. Est-ce qu'il y a des comparables à faire avec Kyle Larson un peu, Martin? J'en parlais tantôt avec Raphaël. Je sais que
c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Larson a beaucoup plus de trucs à son tableau de chance. Il est plus vieux également que Raphaël. Il s'est développé sur la terre battue d'abord et avant tout, avant de devenir un pilote sur asphalte et connaître du succès sur l'asphalte. Mais moi, un pilote qu'on est capable d'asseoir dans n'importe quelle voiture et qu'il connaisse du succès, pour moi, ben, ça veut dire que c'est un talent exceptionnel. Et je pense que Lessard est tout près de ça. Ben, c'est sûr, comme tu dis, si on compare à Kyle Larson, c'est certain que Raphaël il peut peut-être devenir ça. Je ne penserais pas qu'il est à Kyle Larson aujourd'hui, mais son histoire peut peut-être ressembler à l'histoire de Kyle Larson. Qu'est-ce qu'on sait tous, ce qui est arrivé l'an passé quand il a perdu sa raille avec en Cup, puis qu'il s'est ramassé avec rien, puis il s'est mis à rider partout en sprint, puis en l'aide modèle, puis il a tout gagné. Mais je trouve que l'histoire de Raphaël a peut-être à un autre niveau, parce que quand même, Raphaël n'est pas en Cup, il est en troc, mais il se ramasse avec plus rien, puis là, il s'en retourne plus local. Puis je pense qu'il peut avoir quand même beaucoup de victoires dans sa saison. Ça peut même faire un petit peu le cheminement de Kyle Larson à un autre niveau, mais je trouve que ça ressemble quand même beaucoup à ça, là. Martin, je te laisse filer. Bon travail encore une fois à l'Autodrome Chaudière. On a hâte d'aller faire un petit tour pour voir l'état des lieux. C'est tellement un beau site de course, honnêtement, là, en Beauce. Vraiment agréable. Je pense que vous allez avoir du plaisir en autant que la santé publique ne vous mette pas trop de bâtons dans les roues. Semble-t-il que tu portes plein de chapeaux, là. Promoteur, directeur général et également relations publiques auprès de la santé publique, justement. Mais je dois vous dire que la santé publique, cette année, Chaudière-Appalaches, on est quand même très, très choyés. On a des très bonnes communications, contrairement à l'an passé, que c'était quand même difficile, puis qu'on a suivi les normes. Je pense que le Drôme Chaudière, c'est une organisation avec beaucoup d'actionnaires, puis il n'était pas question de tricher le système. L'an passé, c'est la raison pour laquelle on a fait juste une course qu'au début, qui nous accordait 10 personnes par équipe. Quand on a fait un programme, mais même le jeudi avant le programme, ils nous disaient déjà là que c'était trop qu'ils venaient de couper, puis je lui expliquais que c'était pas possible de faire ça parce que les billets étaient tout faits. Fait que on m'avait dit, mais ça sera une prévention, on s'en reparle en début de semaine. Lorsqu'on s'est reparlé en début de semaine, le mardi, parce que lundi, c'était la fête du travail, je m'y attendais un peu, mais on a coupé à 6. Et on dit, ça sera plus 10, ça va être 6. Fait qu'on a conclu avec l'organisation que si on voulait continuer, à 6, c'était comme impossible parce que déjà à 10, c'était très dur de combler les grosses équipes que c'était pas assez pour eux 10. Fait qu'imagine à 6, ça aurait été une complication terrible. Puis monétairement, ça aurait été très difficile aussi. Donc, on avait deux choix. C'était soit qu'on arrête ou soit qu'on triche. Les actionnaires ont décidé qu'ils voulaient pas tricher, qu'ils voulaient suivre la bonne direction. Donc, on a arrêté. On a passé peut-être un petit peu pour une équipe qui a baissé les bras vite. Mais on a voulu respecter la loi. C'est qu'est-ce qu'on a fait. Cette année, on a une très, très bonne complicité avec la santé publique. J'ai des bonnes communications avec la personne en charge. On suit encore les normes, mais on nous répond plus, on nous indique plus, on nous donne plus d'informations de qu'est-ce qu'il faut faire, de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Puis pour l'instant, je trouve ça un petit peu de valeur comme qu'est-ce qui se passe un petit peu dans les autres régions. On m'avait dit qu'au début, que toutes les régions étaient censées être pareilles, mais on s'aperçoit que c'est pas pareil. Mais eux, je peux vous dire que Chaudière-Appalaches font vraiment le travail, puis chapeau. Puis moi, je suis vraiment, vraiment satisfait de la façon que ça se passe présentement. Ben, vous êtes bien chanceux. Vous êtes bien chanceux. Mais il faut vous dire que c'est pas toujours facile. Ça veut dire qu'il faut travailler fort. Le premier programme qu'on a eu dans la même journée, on en faisait, on n'en faisait pas, on en faisait, on n'en faisait pas. Mais je pense qu'il faut être prêt. Puis, mais du moins, on est capable de communiquer avec eux. Puis, on a même fait une section pour le piste de course autodrome et piste de course. Comment on l'appelle aussi, piste de course, c'est moto, drag et autres, que c'est qu'est-ce qu'on ne voit pas dans l'Estrie et dans le centre du Québec. C'est ce que je ne comprends pas, puis je parle à mon représentant, puis je lui dis ça, puis ça devrait être partout de même, mais c'est pas comme ça. Nous autres, on l'a, même au début, quand on avait des pratiques, on avait des informations que ça s'appelle autodrome, piste de course, puis on nous avait donné des réglementations pour les pratiques au début. On s'est parlé, on a dit qu'on pouvait faire mieux que ça. La semaine d'après, ils nous ont arrivé avec une autre offre
Ils nous ont présenté ça mieux. Puis là, je parle tout le temps, mettons, comme de Montmagny et nous, parce que Montmagny aussi sont en Chaudière-Appalaches. C'est certain que tu as des restrictions lorsque c'est rouge ou jaune ou orange. Comme le premier programme qu'on a eu, on était dans la zone rouge. Donc, on n'avait pas le droit au bar et à la restauration. Mais c'était quand même très clair. Puis là, on s'en va, nous autres, à la prochaine, comme Montmagny en fin de semaine, il y a encore un petit peu de restrictions plus. Mais nous, notre prochaine course, c'est le 26, qui va être après le 25. C'est les restrictions changent. On nous a donné les informations hier. Donc, on s'enligne là-dessus. Puis je pense qu'on est en très bonne direction. Excellent. Ben, que des bonnes nouvelles. Merci, Martin. On se reparle bientôt, papa de course. Merci à vous autres, les gars. Puis là, je ne sais pas, faites une bonne job. Martin Roy Junior, ancien pilote, préparateur de voitures, vendeur de pièces de voitures de course et désormais directeur général du côté de l'Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction. On se reparle très, très bientôt, Martin. Sans plus tarder, bien, juste à mes côtés, Kevin Hébert se joint à moi pour jaser justement de l'actualité à Vallée-Jonction, à l'Autodrome Chaudière. Merci, Junior. Plusieurs choses d'ailleurs à discuter au niveau des résultats qu'il y a eu du côté de Chaudière. Bon, grâce à nos relationnistes, justement, à l'Autodrome Chaudière, du côté de Vallée-Jonction, on a eu droit aux résultats, un petit résumé, justement, des courses qui s'est passées. Puis, justement, Martin Roy a ouvert le bal en disant que Raphaël Lessard a été chercher la première place en late model. On a eu vraiment des belles courses, Tony, de ce qu'on a entendu, puis ce qu'on a vu aussi sur les réseaux sociaux de l'Autodrome Chaudière. Beaucoup d'actions dans le top 5 en late model. Entre autres, au niveau du top 5, ça a commencé avec une inversion du top 4 de la grille de départ. Donc, Dave Coursol puis Danny Trépanier, qui avaient gagné leur propre épreuve de qualification respectivement, ont parti 3 et 4. Puis qui ça l'a amené sur la première ligne de départ? Raphaël Lessard. Qui d'autre? Fait que ça partait déjà bien pour Lessard. Lessard a pris la tête dès le départ. Puis, ben, comme un Kyle Larson de ce monde, il a été chercher la victoire malgré un vert blanc quadrillé à la fin de l'épreuve. Au 74e tour, on a dû sortir la neutralisation. Puis ça a encore plus pimenté le spectacle là, avec seulement qu'un tour à faire pour un top 5 très mouvementé. Sinon, Michael Lavoie puis Danny Trépanier, qui avaient gagné sa qualification, sont venus chercher les dernières places du podium. Dans le cas de Raphaël Lessard, évidemment, il en parlait tantôt avec nous. Montmagny en fin de semaine et on le verra sur terre battue, bien sûr, le 25 juin à l'Autodrome Granby. Qu'en est-il des autres classes au programme à Chaudière? Ben justement, on avait les 3 autres classes NASCAR. Donc, c'était le premier programme sur 3 qu'on avait toutes les classes NASCAR réunies à l'Autodrome Chaudière. Donc, du côté des trucks, on a commencé en force pour l'ancien défendant. Donc, le défendant champion Stéphane Lecourt, qui a été chercher la victoire, puis aussi sa victoire en qualification dans le 100.5, justement, on le voit là, à l'écran. Donc, on commence en force. C'est ça l'important, je pense, c'est de la constance pour aller chercher un championnat. On commence très bien. Lynn Valiquette, qu'on connaît, certains connaissent entre autres grâce au téléguidé, la femme de Denis Valiquette a été chercher une première victoire en qualification. Puis ensuite est venu compléter le podium Steve Lavigne, puis Simon Dionvien. Sinon, on avait encore les NASCAR Vintage, donc la 3e classe invitée pour un 30 tours. Dès le départ, on s'est sauvé avec la victoire. On n'avait pas à regarder dans notre rétroviseur. C'est Jimmy Gagné dans le numéro 4, Excavation Paul Jacques, qui a été chercher la victoire. Puis vraiment, sans neutralisation quasiment, là, ça a été très bien comme course. Du monde heureux, du monde en forme. Martin Roy Junior nous en parlait. Très belle journée, belle météo. Bref, reste plus que les choses continuent d'évoluer dans la bonne direction pour qu'on puisse continuer de remplir les gradins. Kevin Hébert, on va jaser la semaine prochaine assurément du prochain Grand Prix de Formule 1 direction la France en fin de semaine pour la prochaine étape du calendrier de F1. Ça aurait dû être en fin de semaine le Grand Prix du Canada. On a tendance à l'oublier un peu, mais je suis passé tout près de l'île Sainte-Hélène cette semaine, puis je trouvais ça don de valeur. Ça aurait été une fin de semaine extraordinaire au niveau de la météo, mais malheureusement, les F1, pour une 2e année de suite, n'auront pas roulé chez nous. Ça va aller l'année prochaine, mais ça va être intéressant en fin de semaine, justement, le voir en France, Mercedes se relever. Semblerait-il qu'on a fait des petits changements, ça va s'assurer. Puis la 2e équipe à surveiller, ce ne sera pas Red Bull, ça va être Ferrari, semblerait-il. Oh, intéressant, intéressant. Et Mercedes, regardez le classement des constructeurs, ils accusent déjà un certain retard. C'est pas le temps de connaître un autre mauvais week-end au boulot. Kevin Hébert, je te laisse filer, on se reparle la semaine prochaine. Yes sir, mon Tony. Un autre Kevin s'en vient, Kevin Lusignan, celui-là. Et on parle de la fin de semaine NASCAR au Texas avec comme point culminant la course des étoiles, la course All-Star remportée par Kyle Larson, plus riche de 1 million de beaux dollars.
On est de retour à cette semaine aux courses dans les quartiers généraux de Driver Academy, Driver Performance à Saint-Hyacinthe. Anthony Marcotte avec Kevin Lusignan qui se joint à moi dans le studio. Pour revenir sur le week-end NASCAR, ça se passe au Texas en fin de semaine dernière avec comme point culminant dimanche soir la présentation de la course All-Star avec 21 participants. Et au bout de la ligne, 1 million de dollars. Et qui d'autre que Kyle Larson, mon cher Lulu, pour aller chercher la victoire. Il connaît une saison phénoménale et il fallait bien qu'il trouve le moyen de gagner la course des étoiles. Ben, il partait quand même à l'avant avec en tant que leader du fond de points. Ouais. Ça va quand même bien du côté de Larson. C'est qui son rival à côté? C'est Kyle Busch. Parce qu'on sait que la rivalité entre les deux Kyle cette année, c'est pas mal ce qui se passe dans le NASCAR. Mais on a vu un Larson dominant. Et pas juste Larson, encore une fois. Là, les Hendricks également qui finissent à l'avant-plan. J'ai ramassé quelques petits extraits. Oui, on va présenter des extraits. On parle justement, il arrive un petit accident au début. Christopher Bell qui est troisième. Regarde ça, il l'échappe. Ah oui, il l'a retrouvé. Mais jamais il a perdu la voiture. T'sais, on parlait de gars de taille qui s'en vont sur l'asphalte. On voit vraiment l'implication que un sprint car, c'est un peu ce qu'on fait. On casse la voiture, on la ramène. Ouais. Et là, on va revoir la séquence c'est tranquillement. spectaculaire. C'est spectaculaire. Il est complètement, en bon langage de course, broadside. Complètement échappé sur le côté. Sur la limite. Oui, il était capable de ramener ça. Perdu plusieurs positions, mais le but, c'est de sauver la voiture. Mais il est quand même rentré faire les vérifications parce qu'on s'entend que tu peux. Ça l'use un flat de pneus à ce moment-là. Un peu. Par la suite, l'autre segment que j'ai ramassé, c'est le 5e segment parce que c'était en 6 segments. Dans le fond, c'est le 6e segment. Bataille entre Larson et Elliott, les deux coéquipiers. Et qui se pointe pas le bas du nez dans le bas de la piste? Brad Keselowski. Check bien la surprise. Mais c'est pas fini. Keselowski passe en bas. Et mon Kyle Larson décide d'aller au large. Il s'installe directement, accélère et surprend Keselowski qui venait de le chercher juste à quelques instants. On va le voir justement dans la courbe, dans la courbe numéro 1. Là. On a la crème de la crème en avant. C'est quelque chose. C'était quelque chose. Tu sais, je me disais, bon, Keselowski les a vraiment surpris, mais Larson lui a montré que, regarde, on avait encore du jeu du côté de sa voiture, puis on s'en va en avant. C'était comme ça jusqu'au bout. Donc, comme tu le disais, victoire de Kyle Larson. C'est pas quelque chose qui changeait quelque chose au classement des points par rapport à la saison, parce que c'est une course qui ne compte pas. Mais c'est 1 million de dollars. Ouais. Et il y avait aussi un petit concours d'arrêt au puits. Oui. L'équipe la plus rapide, on l'a parlé la semaine passée, c'est Hendricks qui a gagné, mais pas avec Kyle Larson. Chase Elliott, on voit justement la séquence petit stop à Elliott qui a été fait d'une vitesse. J'aurais aimé ça voir la différence. C'était pas vraiment segmenté comme on peut le voir un petit top au Québec, en terre battue, mais un petit top phénoménal. C'est rapide du côté de Hendricks. On voit celle de Larson, là, mais celui d'Elliott va être justement en même temps parce que la séquence ça se fait instantanément. On montre justement, là, ça c'est la voiture de William Byron. Dans le fond, les 4 voitures Hendricks sont rentrées en même temps. OK. Donc, Elliott, on vient justement. Côté timing, là, je pense qu'il y a 1/10 de seconde qui sépare les quatre voitures de Rick Hendricks. Fait que c'est assez la crème de la crème, elle est là, dans les voitures et dans les puits aussi. Puis, pour avoir déjà visité les quartiers généraux de Hendrick à Charlotte, ils ont un gymnase à ciel ouvert pour les membres d'équipe, pour s'entraîner. C'est un superbe domaine de course Hendrick. Et ils ont leur propre gymnase. Je veux dire, à la vue de tout le monde, là, on sait très bien où les mécanos peuvent s'entraîner. Alors, aucune surprise, ces gars-là, ce sont de vrais athlètes. Donc, belle victoire en NASCAR Cup, course des étoiles pour Kyle Larson. Parlons maintenant de la série Xfinity, qui était évidemment du côté du Texas également. C'était la même chose pour la série des camionnettes. Ce qui m'a marqué beaucoup de cette course-là, Anthony, on va se le dire, Texas est un circuit qui est difficile. On l'a vu, un Christopher Bell qui a échappé la voiture tantôt, mais c'est arrivé à plusieurs reprises. Jeff Burton, justement, on échappe la voiture, on a réussi quand même à rembarquer de son côté en partant de l'arrière. On va voir justement, dès la relance, tout de suite après son accident, c'était un carambolage monstre à nouveau du côté de la Xfinity, mais ça fut plus difficile. Tu sais, on voit l'expérience des gars de Coupe versus les gars de Xfinity. C'est un circuit, l'angle, on explique les l'angle qui est différente dans chaque courbe au Texas fait en sorte que pour les pilotes qui apprennent dans les voitures, qui passent des camionnettes aux voitures, c'est un gros changement. Fait que ce qui fait en sorte justement que souvent on voit des accidents de la cause. On voit à nouveau ici, c'est l'accident vu de la voiture de Burton. Regarde devant lui. Une chance qu'on a mis les freins parce que ça y était, comme on dit. Là. Les nuages de fumée comme ça, tu n'as aucune idée de ce qui se passe devant toi. Plusieurs accidents. Et en série Xfinity, comme il le fait souvent en Camping World Trucks, c'est Kyle Busch qui, de temps en temps, va s'asseoir dans des voitures de course pour s'amuser et de gagner. 99e victoire en carrière pour Busch en Xfinity. Ce qui est surprenant, là, on va voir ici la séquence, je l'ai pris, c'est quand il a pris la tête.
Il a passé à côté de la voiture 18 au large et le vent a fait en sorte que le pilote de la voiture perd le contrôle directement. Oui, on l'a bien vu, la perte de... La perte de contrôle, oui, il n'y a pas eu grand-chose, on a juste bougé, mais tu vois la voiture au ralenti, qu'elle bouge à la vitesse que Busch a passé à côté. Fait que tu sais, c'est là qu'on voit justement l'impact. On se pose la question, est-ce que, oui, dans les formules, on voit l'impact, mettons, de l'aérodynamique, mais en NASCAR aussi, là, on voit la voiture 18, là, justement, là, directement dans la reprise, là, elle vient directement, le champ d'air qu'elle appelle fait en sorte qu'elle n'est pas parfaitement stable en piste. Et comme tu le disais, ben, c'était une victoire de Kyle Busch. Qui a tout ce qui touche. Ben, à part en Cup, parce que Kyle Larson est meilleur que lui. Mais je me demande encore, qu'a-t-il à gagner? À part de gagner littéralement des courses. Mais on pourrait dire la même chose d'un Stuart Friesen qui retourne sur la terre battue et qui domine en modifié. Mais il me semble que dans les divisions du NASCAR... L'effet intéressant, c'est sa 99e victoire en carrière. Ouais, mais penses-tu qu'à 100, il va arrêter? Non. Ben... Pas sûr. Tu peux pas arrêter un gars d'aller aux courses. Non, je comprends. Donc, dans le 54, la victoire du côté de Kyle Busch, t'as mis avec la grosse pancarte Larson en sprint. Ouais, on a vu de même. On pourrait comparer à cette fin de semaine. Larson, tant d'être modèle, il s'est foutu des 2 chèques de 126 000. On a ramassé 1 million en NASCAR. C'est ça, exactement. C'est un petit peu la même chose. Hey, les trucks, beaucoup d'accidents là aussi. Il y a eu du brasse camarade impliquant entre autres tôt en piste Stuart Friesen. Ben, celui qui m'a marqué en premier, on va le voir, Sheldon Creed. Sheldon Creed, on va le dire en bon québécois, qu'il l'échappe bien comme faut. Ouais. Bien comme faut. Petit Creed est quand même un gars qui figure souvent à l'avant-plan. C'est le champion défendant aussi de la série l'an passé. Fait que on voit de côté de Creed, on l'a échappé tout seul comme un bouquet, comme on dit. Là. Vraiment. C'est vraiment le meilleur exemple qu'on peut se donner. Puis ça a quand même endommagé. Là, on voit la partie, la valise du camionnette qui l'a vraiment endommagé. Mais Friesen, c'était très difficile, l'accident qui a mis fin à sa course tôt dans l'épreuve. Puis il roulait quand même à l'avant-plan. On voit Friesen près de la victoire, pas loin à chaque fois. Ouais, il est pas loin. Puis on parle d'Achase, ben Friesen est au 9e rang présentement. C'est limite. C'est ça. C'est la victoire qui va y manquer. Je vais y souhaiter qu'il gagne Knoxville parce que je pense que c'est la seule place qui pourrait dominer versus les autres camionnettes. Pas fait le poids du côté de Bristol. Il était très, très décevant du côté de Bristol. Tu as raison. L'épreuve de Knoxville sera très importante pour lui. Oui, victoire de John Hunter Nemechek, sa 3e déjà cette année. 4e cette année avec les camionnettes Kyle Busch. Nemechek a quand même l'expérience en Cup et en Xfinity. Ça commence à apparaître un petit peu du côté. Mais les camionnettes de Kyle Busch, on s'entend que c'est quelque chose cette saison. Très solide. Sans aucun doute. Oui, absolument. Donc, belle victoire pour John Hunter Nemechek. Un petit mot en terminant, Lulu, sur le prochain week-end, alors qu'on s'en va du côté de Nashville. Première fois qu'on va aller visiter la région de la capitale du country. Ben, c'est un vieux circuit qu'on a retapé, si on veut, mais qui je peux pas dire dans quelles années. On dit les années 50, années 60. Ça fait des années qu'on n'est pas allé là, en tout cas. Mais là, on a refait l'asphalte en totalité. C'est nouveau. Tu sais, NASCAR, avec la COVID l'an passé, on a amené justement un peu comme la Formule 1 des anciens circuits. Fait que j'ai hâte de voir du côté de Nashville. Tu sais, on part à 0 pour toutes les équipes. Exact. Fait que ça vient donner vraiment un heure juste à tout le monde. Puis on va souhaiter de voir à l'avant-plan notre petit Canadien du côté de Friesen ou peut-être un Alex Lebé. Donc, course en camionnette vendredi, Xfinity samedi et la Cup en dimanche. Et pendant ce temps, derrière nous, il se brasse de grosses affaires, alors qu'à bâton rompu, ça discute dans le garage. C'est la beauté de notre studio à Saint-Hyacinthe. Lulu, on se reparle la semaine prochaine. Sans faute. On fait une pause. Il retourne à la conclusion de l'émission. Les choix du président des gars de course, Tommy Lavallée, s'installe. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne au 625A Boulevard Lemire à Drummondville ou sur internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. L'Autodrome Green Bay, c'est la place pour vous divertir les vendredis soirs. De la vitesse et de l'action, mur à mur pour les amateurs de sensations fortes. En plus, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Parfait pour une belle sortie en famille. L'Autodrome Green Bay, c'est la piste sur terre battue la plus rapide du Canada. Venez vivre l'expérience sur place et vous pouvez même prendre le volant comme les pros. Contactez l'équipe de Driver Academy pour plus de détails.
Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prono Control et Choix Radio X. OK, on est de retour. La discussion pour finir en arrière. On enlève les fauteuils, c'est debout qu'on va terminer l'émission. Tommy Lavallée qui se joint à nous pour les choix du président. Paquet de trucs à discuter. Enlever de rideau dans l'émission tantôt, Tommy. Faut absolument revenir sur le Dream à Eldora cette semaine. C'était le gros week-end de course de la saison du côté des late models où on présentait un double Dream avec la possibilité d'aller chercher la coquette somme de 250 000 US cette semaine. Et quel scénario extraordinaire pour Brandon Overton, le pilote de la voiture 76. On le voit présentement à l'écran, Anthony. Ça, c'est le premier Dream, la 27e édition là, qui a donné 125 000 aux gagnants. Brandon Overton a eu à se battre avec Brandon Sheppard qui a remporté le Dream justement en 2019. Sheppard, très rapide dans la voiture numéro 1, a peut-être une saison un peu plus difficile cette année, oui, mais tout de même, il fait toujours partie des favoris en late model, toujours le meilleur de la série World of Outlaw. D'ailleurs, petit bémol sur la série World of Outlaw des late models, seulement 5 pilotes sont qualifiés pour le Dream. Wow. C'est pour vous montrer à quel point la Lucas Oil est beaucoup plus compétitive que la World of Outlaw late model. Mais quoi qu'il en soit, Brandon Overton va chercher la victoire en dépassant Brandon Sheppard. On s'attendait peut-être pas à voir Brandon Overton remporter la course. Fait partie des bons pilotes, mais fait pas partie de l'élite. Mais là, en fin de semaine, il l'a prouvé. Ouais, il était très, très fort. Je veux dire, là, il gagne le premier Dream, c'est bien, c'est super. 125 000 dans les poches. C'est pas pire. Ouais, c'est une bonne bourse. Mais de le voir non seulement gagner le lendemain l'épreuve qualificative pour le Dream du samedi, on s'est dit, ouais, y a-t-il des chances de gagner le deuxième? C'est exactement ce qu'il a fait samedi soir. Oui, puis ça n'a pas encore été facile. Il y a eu toute une lutte avec Chris Madden. Overton était premier, Madden est revenu pour le dépasser. Et dans les derniers tours, Overton est revenu dépasser Madden pour aller chercher la grosse bourse, 126 000 de ce côté-là samedi soir. Vraiment, du côté de Brandon Overton, je pense que c'est une semaine de rêve. C'est incroyable ce qu'il a réussi à faire. C'est. Benoît, il me montre encore son surnom, Big Sexy. Ouais. Quand même drôle. Le gars, il est pas gros, c'est rien, mais c'est Big Sexy. C'est un surnom. Il y en a des surnoms comme ça. On sait, Anthony, comme annonceur, on aime ça, mais. Il me semble que je t'entendrais dire ça à toi vendredi. Si on surnomme la voix des courses, on pourrait t'appeler Big Sexy Tommy. Bon. Non, mais ça. C'est toi le premier. Moi, je serais de second. C'est bon. On la voit justement, la bagarre épique. Dans les 25 derniers tours de la course, j'ai eu la chance de regarder ça en direct. Puis, mais là, on se bat pour 126 000. Oui. Puis, je veux dire, on s'est pas fait de cadeau entre Chris Madden et Brandon Overton. Et Overton est allé finalement chercher le gros chèque. Et à la fin de la course, on se demandait si c'était vraiment possible ce qu'il venait de faire. C'est un accomplissement là, extraordinaire, ni plus ni moins. Déjà que de gagner une fois le Dream, ça fait de toi un immortel. Oui. En gagner 2 dans la même semaine, c'est quelque chose. Je pense qu'on va se souvenir longtemps de la performance d'Overton. Puis il y a une autre chose qu'on va se souvenir longtemps. Cédric, j'aimerais avoir les images de Josh Rice qu'on a vu dans les préliminaires. Oui. Regardez-moi ça. Ah, ça, c'est incroyable. On parle de show de boucan. Ça, c'en est un vrai. C'est le plus gros de l'histoire. Ça n'a aucun bon sens. On a entendu parler, justement, il était incapable de fermer le moteur. Donc, c'est pour ça que ça boucanait comme ça. Le moteur roulait à 4000 tours minute. Pas capable de l'éteindre. Le tailpipe, donc l'embout derrière, a tombé tellement que c'est venu chaud. C'est incroyable. On n'avait jamais vu ça. Mais dans la course, il faut le dire, là, Josh Rice chauffait les fesses à Kyle Larson dans une qualif et ça s'est terminé comme ça. C'est incroyable le show de boucan qu'on a eu. Non, mais ça n'arrêtait pas, puis ils ont dû arrêter la course. Le moteur n'éteignait pas. Non, c'est ça. Il y avait de la boucane partout sur le site d'Eldora Speedway. Des moteurs de late model, ça peut se détailler à près de 100 000 US. Ça a dû coûter très, très cher. Ce moteur-là est assurément très endommagé. T'as assurément fini. Oui, je pense que c'est terminé. Ça s'en va sur le tas de roche.
Autre chose à vous montrer, c'était le Big Guns Bash en fin de semaine du côté de Knoxville Raceway. Les Sprint Cars se préparent pour évidemment le Knoxville Nationals qui a lieu au mois d'août. Donc, premier week-end où les World of Outlaws se sont déplacés du côté de Knoxville pour 2 épreuves. Et tout comme Brandon Overton l'a fait en fin de semaine avec le late model, eh bien, c'est une surprise à Knoxville quand même. Carson Macedo a remporté les 2 courses. Oui, Macedo qu'on n'attendait pas. Oui, on le sait que c'est un pilote qui est très performant dans la voiture de Jason Johnson qui a déjà remporté le Knoxville National. Donc, on a quand même un peu d'expérience de ce côté-là. Mais c'était incroyable. Si on peut le voir, là, je pense que c'est la finale du 12 dans les derniers tours. Voir le dépassement qu'il a fait au dernier tour sur Kerry Madsen, c'était tout à fait incroyable. On va le voir, là. C'est le dernier tour. Ça, c'est l'avant-dernier tour. Donc, 2 tours à faire. On a une chance qu'on a notre flagman Benoît dans le studio là, pour nous ramener à l'ordre. Mais regardez ça, on est au dernier tour de la course. Là. Ouais, Madsen est sous pression, ça c'est clair. Et Macedo va arriver dans la 1 et la 2 et lui mettre beaucoup plus de pression, le forcer à faire une erreur. On s'est touché, là. On s'est touché. Vous avez vu un petit peu là, un peu de fumée là, qui s'est échappée des pneus. Et Macedo va chercher la victoire. Quel spectacle. Oui, Macedo, là, toute une victoire. Encore une fois, on a monté Jax sur le toit du wing pour la photo avec le damier. D'ailleurs, Anthony, là, le classement des World of Outlaws, ça commence à se rapprocher et de plus en plus. Oui, pas à peu près. 48 points de différence seulement. Brad Sweet qui a 9 victoires cette année. Mais là, on voit son avance fondre comme neige au soleil. C'est pas facile depuis 2-3 semaines pour Brad Sweet. Et là, on voit Macedo s'approcher. C'est intéressant, le championnat World of Outlaws qui est palpitant. Et on ne s'attendait pas à voir Donny Schatz à plus de 100 points du meneur, alors qu'on approche on est rendu déjà la mi-juin. Toujours aucune victoire pour Donny Schatz, et c'est une longue disette. Il était une seule victoire de sa 300e et pas capable de se rendre à ce niveau-là encore. Pas facile cette année pour Donny Schatz. Vraiment, c'est les autres équipes qui prennent vraiment sa place. Et moi, mon pilote préféré, malheureusement, c'est pas une grande saison pour Logan Stewart. Beaucoup de difficultés à terminer les courses. Mais Sheldon O'Donnell, la même affaire, on le sait à quel point il est malchanceux. Mais du côté là, de la série World of Outlaws, la recrue de l'année, ça va être Aaron Reisel, c'est sûr et certain. Mais. Qu'est-ce que tu fais? Ça va être Aaron Reisel, la recrue de l'année. Mais ça va être à suivre parce qu'on va enfin avoir une fin de championnat. On a eu une il y a quelques années. Mais à part ça, c'est jamais bien serré. Oui, en tout cas, on s'en va en Iowa. On poursuit le périple en Iowa cette semaine avec les World of Outlaws. C'était les séquences qu'on voulait vous montrer. Maintenant, c'est la rubrique tant attendue, les choix du président. Et ton premier choix du président, mon cher Tommy, c'est hier soir, alors qu'on se trouvait du côté de Wayne County Raceway en Ohio, où on présentait une manche de la série All-Star Sprint Car. C'est le Ohio Speedway actuellement. Carl Larson était présent. Il a remporté la coquette somme de 6 000 $. T'es aussi content que s'il avait remporté le million la veille. Mais c'est pas lui. Non. Là, je te ferai pas plaisir une deuxième semaine. Non, en ligne, non, t'as pas c'est pas lui sur mon podium. C'est la voiture jaune qu'on voit. The Wild Child, Jack O'Donnell, qui a été chercher une 3e position. Le vieux bonhomme. C'est le fun pour ceux qui ont son âge, parce qu'il n'est pas si vieux que ça. Non, mais quand même, il est vieux. Ouais, pour ça, c'est là-dedans. Ouais. Il faut être vieux. Mais quand même, très performant. Tu nous en as parlé justement là, hors d'onde. C'est un pilote qui est habitué de courir en Ohio, vient de là. Jack O'Donnell a eu très bonne performance, terminé 3e. Il a eu une belle lutte également avec un autre vétéran, Paul McMahon, Paul to the Wall. Donc, on voit encore le maire maintenant, d'ailleurs, Paul McMahon. Comment? On l'appelle le maire de Nashville dorénavant. C'est son nouveau surnom. Changer de surnom dans une carrière. Ouais, mais Pass to the Wall, c'est bon pareil. Ouais. En tout cas, on voit Young Money qui est en avant, mais il a été chercher la victoire, t'en as parlé. Mais Jack O'Donnell, on le sait, sa dernière saison, Rico Abreu, il a monté cette voiture-là un peu vintage là, pour lui rappeler ses bonnes saisons en sprint car. Termine 3e. Donc, chapeau à Jack O'Donnell. Jack O'Donnell, the Wild Child. L'avenir est assuré avec son fils Sheldon à bord de la voiture 17 chez World of Outlaws. On parle d'accidents. Tantôt, on en a montré plusieurs dans le segment de Kevin Lusignan en NASCAR. Mais je pense que l'accident le plus spectaculaire de la semaine est en modifié et ça se passe à Middletown. Orange County Fair Speedway, bye-bye! Brandon Walters, capotage lors d'un accrochage avec Jimmy Horton à l'entrée du virage numéro 3. La voiture Bicknell est une perte totale. Le pilote est en santé. Quelle bonne nouvelle. Oui, Brandon Walters, qu'on a vu au Québec lors des passages de la série Gros Bloc,
On l'a vu, complètement sorti du circuit. On a couché des fils électriques. Oui, puis en langage de baseball, on dirait que c'est un double automatique parce qu'il y a de chaud au sol. Donc là, c'est pas un circuit, c'est un double automatique. Oui. Brandon Walters, moi, ce que je veux souligner, c'est à quel point les voitures sont maintenant devenues sécuritaires. On voit plusieurs accidents. Là, sa voiture Bicknell a été complètement démolie, mais ça a quand même sauvé le pilote. On se souvient l'année passée également à Port-Royal, le Billy Powell Jr., sa voiture complètement démolie, lui, il n'y a rien. Chapeau aux constructeurs de voitures, Troyer, ICFAB, Théo, Bicknell, PMC, nommez-les, tous les constructeurs de voitures, félicitations, vous tenez les pilotes en sécurité. Oui, Walters s'en est bien tiré, il a couru le lendemain. Pas si pire. Pas que la même chose. Non, non, ça c'est sûr. Un aspect plutôt négatif, j'ai pas eu la chance de regarder la première épreuve présentée sur CBS Sports. Pas ton temps. La série SRX dont Tony Stewart est en arrière. Comment ça s'est passé, cette série qui rappelle un peu la série iRock de l'époque? C'est sûr que le circuit n'aidait pas pour donner un bon spectacle. C'était très difficile de dépasser. Vous voyez, pas beaucoup de voitures déjà en partant. Ça l'aide pas à vendre une série. Mais c'est Kobe qui a remporté la victoire, un des pilotes qui court en Whelen modifié. Un gars local, hein, c'est ça? Oui, un pilote de 41 ans. Il a été chercher la victoire, mais il n'y a pas eu de dépassement. Puis c'est pas tout le monde qui a fini. Vraiment, là, je peux pas dire que je me suis endormi parce que je l'ai écouté au complet, là, mais c'était pas super. J'ai très hâte qu'on s'en aille peut-être sur un circuit qui permet plus de dépassement. Sur la terre battue, peut-être? Oui, pas beaucoup de pilotes habitués sur la terre battue. Ça peut changer la donne, mais j'ai bien hâte de les voir sur un autre circuit parce que le premier week-end, ça n'a pas été fameux, à mon avis. Je vous invite à aller voir pour faire votre avis. Vous savez, tous les goûts sont dans la nature. Mais moi, j'ai pas apprécié le spectacle. Les voitures, bon, c'est un nouveau design. C'est une voiture qui est construite pour la série. C'est complètement un nouveau design. Moi, je suis pas un fan tant que ça du look de la voiture non plus. On a été chercher une voiture. On tentait d'aller chercher les jeunes un peu. Et les vieux. Oui, Greg Biffle a terminé 2e, Tony Stewart 3e, Helio Castroneves remporte les Indy 500. Ça soit là-dedans. Pas le même thrill. Michael Waltrip, on avait Paul Tracy qu'on connaît également. C'est-tu battu, lui, ou... Ouais, il était pas assez. Non, c'était pas assez. Pas assez. Ça aurait pris tag. Puis il y avait Willie T. Hobbs aussi pour Ribs. Willie T. Ribs. Pour ceux qui ont Netflix, allez voir le documentaire pour lui. C'est l'un des premiers pilotes noirs à avoir pratiqué en Formule 1, en IndyCar, en Trans Am, nommez-les. C'est un pilote qui avait un drôle de comportement, disons, là, mais c'est pour ça que ça y a beaucoup nuit, évidemment. Dans le temps, il y avait beaucoup de racisme encore en NASCAR et en Indy. Mais j'espère que ça va être plus intéressant. Il y avait Bobby Labonté également. Mais je donne une deuxième chance, mais le premier course, disons qu'elle m'a pas plu. Tommy, tu auras un week-end relativement occupé parce que c'est toi qui pars à la barre de l'animation de l'Autodrome Grand Bay vendredi, parce que moi, je serai au Centre Bell pour le match du Canadien, demi-finale contre les Golden Knights. Donc, mes obligations professionnelles vont malheureusement... Obligations professionnelles. Faut bien travailler. Hein? Pas avec des gars de course qu'on va se mettre millionnaire! Bon! Hein, on vous fera des tatas de la galerie de presse du Centre Bell. Bon week-end aux amateurs de course! Tu vas aller faire un tour à Cornwall en fin de semaine pour une première couverture des activités de la piste de Raymond-Lavergne. Oui, on va aller voir ça, évidemment. On s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de Québécois du côté de Cornwall. On va aller suivre leurs exploits. Suivez la page Les gars de course et le site Internet également. Donc, on va suivre ça pour vous. Et on se donne rendez-vous vendredi parce que vous n'irez pas au Centre Bell, vous allez venir à Granby. Oh, oui. Il y a des billets à vendre disponibles à autodromegrandbay.com, le point de vente. Très, très facile pour acheter vos billets d'avance. Je vais vous tenir au courant, moi, au micro, du pointage. OK, inquiétez-vous pas. Parfait. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, possiblement lundi soir, c'est pas déterminé. On a un meeting d'équipe dans les prochaines secondes. Merci tout le monde d'avoir été là en ce mardi. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.